Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir à la Maison des cyclistes. Ce soir, on accueille la dernière conférence, la troisième dernière conférence UPOP, donc la saison 2025. Puis ce soir, on accueille Jacques Desjardins. Peter, tu vas nous présenter, puis Jacques va se présenter mieux que moi, je vais pouvoir le faire. Co-fondateur. Je vous laisse avec Peter qui va vous parler un peu de ce que c'est UPOP. Merci. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a des personnes ici, c'est la première fois qu'ils viennent à un cours de l'UPOP? Ils ne sont jamais venus auparavant. Et vous me donnez la chance quand même. Dans le fond, là, pour faire un topo vraiment rapide, l'UPOP est un organisme à but non lucratif qui organise justement des activités comme ce soir, des cours. Le but est vraiment simple, c'est le libre accès au savoir dans le but de développer l'esprit critique. Parce qu'on a, dans la vie, on a des choix à faire, on a des jugements à apporter, puis avoir un bon esprit critique, c'est un muscle qui s'entraîne, puis c'est très utile aussi d'avoir l'information. Puis je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun examen, vous n'avez pas obligé de prendre de notes. Le but est vraiment juste d'apprendre pour le plaisir. Puis juste, tu sais, c'est la troisième séance, mais ça va faire depuis 2010 qu'on donne des cours à l'UPOP. Ça représente là, des centaines et des centaines de cours. C'est tout bénévole, je suis bénévole, les professeurs sont des bénévoles, ils passent énormément de temps pour préparer les cours et à les donner. Les lieux aussi, Vélo Québec nous accueillent gratuitement et tout. Tout ça est dans la mission là, vraiment là, de partager un bon moment ensemble là, avec le plaisir d'apprendre. Sans plus tarder, là, je veux vraiment là, pour tomber tout de suite dans le vif du sujet, je vais passer tout pour la séance. Merci beaucoup d'être là. Merci. Je vais te poser une première question. Est-ce qu'il y a d'anciens militants du monde à bicyclette? Il y en a un. On est fait. Ah oui! Et j'en suis! Est-ce qu'il y en a d'autres dans l'audience? Non, je pense pas. Que j'en vais l'audience. Mais il y en a un. Oui, genre, comment il s'appelle là, celui qu'on attache dans l'arbre pendant la fête? Là, il va peut-être se Oui, faire mais voir. comment on l'appelle, celui qu'on attache dans l'arbre, là, quand c'est la fête chez les Gaulois? Assurance militaire. Peut-être qu'ils savent. Pas le blanc. Donc, c'est Claude Barre. Jean-Yvan Blais. Jean-Pierre Mathieu, Jivan, pour la Palestine, Argousier. Si, Bartholomew. Donc, qui est militant de la deuxième, troisième, quatrième génération, peut-être de quelle année? Ben, regarde, là. 80 à quoi? 80, peut-être 79, mais au moins 80, 81. Jusqu'à. Jusqu'à l'ultime 99, quand on Donc, avait fait le bénévole. J'oserais dire deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération. Moi, je suis de la première génération. Il y a beaucoup de choses que lui ne connaît pas. Oui, mais il y en a aussi. Il y a des choses que moi, je ne connais pas, évidemment. Mais j'ai fait une synthèse parce que je voyais. On va y venir. Donc, c'est ça. Donc, pourquoi je suis là ce soir? Parce que je suis le porte-parole d'Encore du monde à bicyclette. Je vais présenter Encore du monde à bicyclette. Il y a une de mes collaboratrices principales qui est ici ce soir. Je suis aussi membre du CA de Mémoire du Malène et de la Maine. Donc, c'est une société historique extrêmement dynamique. Je fais la promotion de toute l'histoire du Malène et de la Maine et de Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est ici à Vélo Québec, peut-être une de mes dernières conférences sur le sujet. Pourquoi moi-même je suis là ce soir? Donc, je suis cofondateur du monde à bicyclette. Pour être très précis, je suis le fondateur francophone. Il faut savoir que le monde à bicyclette, c'est un mouvement qui a été fondé par deux groupes à l'origine, vous allez voir, les anglophones et toute l'histoire du monde à bicyclette jusqu'à la fin a été marquée par les deux communautés, dans les médias, partout. Il y a deux histoires. D'ailleurs, la biographie de Bob Silverman est en deux langues. Bob Silverman, j'ai ici le Véloctionnaire et Bob Silverman, The Anti-Hero. Un livre en français, un livre en anglais. Ça a été très important dans l'histoire du monde à bicyclette. Je vais y venir. Ça a été déterminant pour les communautés. Donc, moi, je suis militant des 5 premières années. Je suis aussi le fondateur d'Encore du monde à bicyclette en 2014. Monsieur, on vous entend pas bien. On ne m'entend pas, non, parce que je ne passais pas, je m'excuse. Est-ce que je dois répéter, peut-être? Est-ce que... Ouais. OK, je n'ai pas le micro assez proche, je m'excuse. Donc, pourquoi je viens vous raconter ça ce soir? Donc, parce que je suis un des fondateurs, j'ai été très impliqué les premières années.
C'est toi, ça? Oui, et j'ai continué à fréquenter Bob Silverman et Claire Morissette, qui ont été les piliers du mouvement durant 25 ans. Et par la suite, là, j'ai revu Bob dans les années. On a commencé à donner des petites conférences à partir de 2010 ensemble, en 2010, 2014, 2015. Je vais y venir un petit peu plus tard. Donc, ça m'autorise plus les études que j'ai faites, l'analyse que j'ai faite, l'observation que j'ai faite, toute ma vie qui est venue après, à donner un historique au-delà de l'histoire du monde à bicyclette, toute l'importance sociologique, politique, idéologique qu'a eu le monde à bicyclette à Montréal, dans la société québécoise et, je dirais, sur la planète entière. Donc, l'objectif de la présentation, de donner un aperçu seulement des 25 ans du MAB, présenter les particularités du mouvement sur le plan idéologique, sur le plan politique, sur le plan culturel, souligner le rôle de Claire Morissette et de Robert Silverman, esquisser un peu le legs du MAB qui a un peu qui a disparu il y a 25 ans, mais qu'est-ce qui en reste encore partout. Les raisons de son succès, pourquoi ça a été un succès, et les conclusions, on les fera ensemble, hein, avec les perspectives, il y aura un échange à la fin. Donc, encore du monde à bicyclette, c'est une proposition que j'ai faite en printemps 2014. Je donnais une petite conférence comme ça au Centre Paul Roulant avec Bob Silverman. J'ai émis l'idée que le monde à bicyclette avait un peu disparu de l'actualité après plusieurs années, que ce serait intéressant qu'on fasse une exposition. Parce que le monde à bicyclette, c'était pas que visuel, mais c'était un grand théâtre politique pendant 25 ans. Donc, ça pouvait se transmettre à travers une exposition, mais vous allez voir que c'était plus que ça qui en est advenu. Donc, un an plus tard, vous avez la première réalisation, si je peux dire. Là, sur la photo, on voit, je ne sais pas si je vais arriver là. Bon, en bas, vous voyez Evelyne qui est là, pas Evelyne, je m'excuse, oui, Evelyne est là. Evelyne, il y a les deux filles à l'avant, une avec des lunettes, puis l'autre à côté, il y a Zvi, Lévi au milieu. Et puis il y a Bob Silverman derrière, Derrière la José Riopel, je m'excuse. Les gens les connaissent, mais non. Donc, c'est tout le groupe fondateur d'Encore du monde à bicyclette. Pourquoi Encore du monde à bicyclette? Au-delà de l'idée de faire une exposition, c'était sur un mode ironique. Encore du monde à bicyclette. Le monde à bicyclette a ennuyé, a causé des maux de tête peut-être à bien les politiciens pendant 25 ans, en mettant de l'avant un terme qui n'était pas très à la mode, mais en insistant, en cognant tellement sur le clou que finalement, c'est entré dans les politiques municipales et autres. Donc, on s'est dit, on va le ressusciter sous la forme d'un collectif dont l'unique mission c'est de ramener à l'avant-plan l'historique du monde à bicyclette. Donc, l'idée, c'était pas du tout de substituer au groupe militant qui existe à Montréal, tout le noyau de coalition Montréal, tout le bel écosystème montréalais qui existe en ce moment, mais c'était plutôt de ressusciter, de faire connaître aux jeunes qui sont là, à la nouvelle génération, le monde à bicyclette que plus personne ne connaissait, sauf les gens de ma génération qui l'ont vu dans les médias pendant des années. Première page des journaux, à la télévision, à la radio. Ça avait été oublié. N'oubliez pas qu'on vit quand même dans un monde qui est centré sur l'automobile. Et la proposition de base de Bob Silverman, c'était de faire disparaître l'automobile des villes. Donc, ce n'était pas tellement pris au sérieux par un paquet de monde. Je peux déjà vous dire que tout le programme du monde à bicyclette de 1977 a été réalisé à travers le temps. Donc, Bob Silverman est un des rares militants des années 70 à avoir complètement réalisé son rêve. L'indépendance du Québec, pour lequel je me suis battu, on n'a pas réussi. Le Grand Soir des peuples, pour lequel militait une grande partie des jeunes à l'époque, dans les mouvements trotskistes, marxistes-léninistes, maoïstes, n'a pas été réussi non plus. Mais Bob Silverman, qui nageait à travers tout ça, et au-dessus de tout ça, aura réalisé tous ses objectifs d'une ville cyclable, entre autres, et d'une transformation de la ville. Peut-être pas d'avoir éliminé l'automobile, mais on est en voie d'une grande diminution de l'automobile en ville. C'est quand même pas une petite chose. Hein? Donc, je vais aller un petit peu plus loin, peut-être juste avant.
les résultats de Encore du monde à bicyclette, à travers, donc depuis 2015, la photo que vous avez vue avant datait après un an. Après un an, on a fêté, grâce à Vélo Québec, le 40e anniversaire du monde à bicyclette au Musée d'histoire de Montréal. C'est la photo que vous avez vue avant. Et depuis 2015, donc depuis 10 ans, il y a un collectif qui s'active pour réaliser les choses, c'est-à-dire des expositions dans les maisons de la culture. De 21 à 26, il y en a encore une qui s'en vient l'année prochaine, la Maison de la culture du plateau Mont-Royal. Enfin, Il y en a eu à l'ETS, il y en a eu ailleurs, là, je peux oublier ici. On avait une exposition réduite ici. Réduite, j'insiste quand même. La même chose a été réalisée dans un café sur l'avenue du Parc, dans le quartier où Bob Silverman a évolué pendant des années, dans Milton Park. Mais ça, c'était l'été dernier. Deuxième chose qu'on a réalisée qui était très difficile, je dois rendre compte, moi j'avais commencé le dossier, mais c'est grâce à José Riopel qui est ici, la désignation du rêve Saint-Denis en piste de Robert Silverman. Ça peut paraître une petite chose, là, je veux dire les choses franchement, qu'un juif anglophone, anarchiste, soit qu'on désigne au niveau de la toponymie du boulevard Saint-Denis, la piste cyclable qui a fait tant parler les dernières années, c'était pas une petite chose. On a travaillé pour qu'il obtienne l'Ordre national du Québec. C'est comme si on mettait un fantôme. Ça n'existait pas. Au Québec, dans les Pure Laine, comme ça, ça n'existait pas. Même chose au niveau de l'Ordre de Montréal. On n'a jamais réussi. On a monté des dossiers. Il y a que la communauté juive qui nous appuyait. Et pour le reste des gens, c'était un juif anarchiste farfelu qui ne méritait pas de passer à l'histoire, mais on a quand même réussi. Donc, ça n'a pas été facile. Et je dois dire, José a monté d'excellents dossiers. Il fait d'excellentes représentations à l'Hôtel de Ville et finalement, on l'a eu avec la mairesse. On verra la photo plus tard. Et une autre chose qui peut paraître simple, vous avez ici les journaux pendant 25 ans du monde à bicyclette. Il y a toute une culture, il y a toute une histoire de la contre-culture et l'écologie politique au Québec à travers ces 25 ans-là. Encore là, tout ça a l'air simple et facile pour des gens comme vous, mais pendant des années, c'était pas du tout dans le radar. Ce qui était dans le radar, là, c'était les luttes syndicales, c'était les luttes nationalistes, c'est pour finir. C'était tout ce qui était écologie. Après les années 70, ça a commencé à décliner beaucoup. Il y a eu des mouvements qui ont pris la relève, là, mais dans l'opinion publique, ça a beaucoup décliné. La durée du monde à bicyclette, c'est quelque chose d'exceptionnel. Si on regarde aujourd'hui 25 ans, il fallait que ces gens-là mangent quand même. Là. Je pense à Bob et à Claire et à d'autres qui ont milité. Il n'y avait pas de subvention, il n'y avait pas de programme, il n'y avait pas grand-chose, des miettes tout le temps. Ils ont duré et obtenu énormément de choses. Donc, la question des archives n'est pas banale. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont faire des études. C'est déjà commencé. Les bannières du monde à bicyclette sont rendues. J'ai été les porter moi-même au Musée de la civilisation au Québec récemment. Dans le Musée d'histoire de Montréal, il va récupérer les journaux, les échanges. Il y avait des caisses que, très sagement, Claire Morissette avait conservées chez Cyclo Nord-Sud et que José a épluché pendant plusieurs années. Donc, ils ont repris, José et Evelyne, le travail de Bob et Claire, là, un peu dans l'ombre, mais un travail efficace de fond. Et ça a donné ces résultats qu'on voit maintenant. Donc, un peu, on va partir de l'histoire du monde à bicyclette. On part du début des années 70. Une certaine Vicky Schmolka harassait l'hôtel de ville ou la mairie de Westmount pour obtenir des pistes cyclables à Westmount. Probablement qu'elle vivait dans le Bas-Westmount. Il y a le haut et le Bas-Westmount. Vous connaissez, vous le savez. Et elle était du premier groupe qui, en 75, on a rencontré en 75. Quand je dis nous, moi, j'étais impliqué à la Fédération québécoise de cyclotourisme qui deviendra quelques années après Vélo Québec. Et j'avais lancé l'idée en avril 75 qu'on fasse du vélo autre chose qu'un loisir, c'est-à-dire un outil récréatif, mais un moyen de transport basé sur une idée, c'est-à-dire l'idée des Pays-Bas. On ignore trop souvent de 72, 73 à 75, déjà les Pays-Bas avaient fait leur marque. Il y avait des décisions nationales qui avaient été prises
pour faire du vélo un moyen de transport à part entière. Moi-même, vous avez vu la photo un petit peu plus tôt, là, quand je suis allé à la Grande Manif d'Amsterdam en 1978. Le pays était beaucoup plus avancé que ce qu'on est en ce moment au Québec, n'importe où en Amérique du Nord, à peu près n'importe où en Europe, sauf au Danemark, qui est venu aussi par la suite. Donc, j'avais lancé cette idée-là. Il y avait, pourquoi? Par contre, tous les problèmes de la ville de l'époque, la pollution urbaine, tout le problème causé par l'automobile qui envahissait l'espace public. Donc, les Pays-Bas avaient résolu de développer un mode de transport alternatif. Je ne vais pas raconter toute l'histoire des Pays-Bas, là, mais souvent, au lieu de regarder aux États-Unis ou même en France, on peut aller regarder ailleurs et on trouve des solutions absolument extraordinaires. Parce que quand on dit une solution, là, c'est le pays était couvert de pistes cyclables en 78. Moi, je l'ai traversé pour me rendre à la Manif. J'arrivais de Paris en cyclotourisme, pour me rendre à la Manif d'Amsterdam. Il y avait, des infrastructures partout, mais les cyclistes en milieu urbain se battaient encore pour en avoir plus. La manif, Je pense que ceux où il y avait une manif chaque année, là, des anarchistes à Amsterdam. Donc, voilà, quand je lance cette idée-là, il y a un certain Bob Silverman qui lit cette chronique ou cet énoncé-là dans le Cyclo Nouvelle, qui est l'ancêtre du vélo nouvelle. Il s'appelle le Vélo Mag, je m'excuse, du Vélo Mag. Et nous avons convié à une rencontre qui a eu lieu je me souviens, sur Esplanade, où on a rencontré le groupe en question, qui s'appelait Citizen on Cycle, qui était déjà pas mal organisé. C'était que des anglophones, la plupart des juifs, la plupart des anarchistes, et qui avaient une idée assez précise de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire, finalement, transformer la ville. Alors, l'idée de base, le vélo n'était qu'un outil pour transformer la ville. Et nous, on s'est joint à ce groupe-là, et assez rapidement, les francophones ont envahi le mouvement. Et on a perdu beaucoup d'anglophones. C'est pas le même contexte qu'aujourd'hui. Les gens avaient beau être bien intentionnés, mais la plupart des anglophones, il n'y avait pas de connaissance du français suffisamment grande pour penser que les rencontres qui se tenaient toujours en anglais allaient se tenir toujours en français. Et ça s'est passé rapidement. On est en 75, le PQ est élu en 76, la loi 101 arrive en 77. C'est un contexte, ceux qui n'ont pas connu ne peuvent pas le comprendre. Il y en a ici qui sont là, c'était un run-marée. Alors nous, on a amené le run-marée dans le mouvement. Les anglophones ont amené quelque chose d'essentiel, leur militantisme politique, leur expérience politique internationale. Ceux qui vont lire la biographie de Bob Silverman vont s'en rendre compte. Moi, je ne suis même pas rendu à la partie cycliste. tout le long du livre, c'est relié à l'air du temps, au fil du temps. Au fil du temps, c'est ça. Donc, c'est grâce à cette expertise militante des anglophones que le mouvement a pris c'était pareil essor, parce qu'eux, ils n'allaient pas par quatre chemins. Je dirais que la Fédération québécoise de cyclotourisme de l'époque, c'est un organisme que je qualifierais d'assez paroissial. Le fondateur, que je respectais beaucoup, le père Gabriel Lupien, m'avait dit, j'avais 22 ans, il dit, mon garçon, tu ne verras jamais des sentiers de vélo. Le vélo, ça se passe à la campagne, le dimanche. Le Québec était très paroissial. Notre correspondant à l'étranger, c'était généralement la France. Un gars comme Bob Silverman avait des liens partout dans le monde, déjà. C'était un anglophone. Les autres en avaient aussi. Ils avaient combattu contre la guerre du Vietnam, étaient dans un kibbutz en Israël, coupé de la canne à sucre à Cuba. Ça faisait, si vous regardez sa biographie, depuis 1960, il était devenu militant à peu près à temps plein. Il avait connu Leonard Cohen, il avait connu Armand Vaillancourt, Che Guevara, qui avait serré la main à Cuba. C'était ce que j'appelle un homme du siècle, du 20e siècle. Le 20e siècle qui était très progressiste. La deuxième partie, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, lui était vraiment un homme de cette époque-là. Charles, Oui. tu mets le micro vraiment proche de ta Oui, c'est vrai, il faut vraiment. Je sais Oui, c'est vraiment tricky. Ouais, Il faut le ok. mettre vraiment proche. Même des fois, j'y touchais pour que ça Ouais, fasse. je le vois. Ok, merci. Ouais. Ok, j'espère que vous n'avez pas trop perdu de contenu parce que c'est quand même. Non, non, ça va. Bon, ok. Alors, mai 75, c'est là que tout démarre. C'est quand même important de voir, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. On se rend compte, à la fin de la rencontre, on se donne une poignée de main. Je raconte toujours, ceux qui n'ont jamais entendu cette première rencontre-là. Donc, on arrive, on était une gang de francophones. Vous voyez, des gens qui étaient là au Québec de l'époque, en 10 vitesses, qui arrivent sur la rue Esplanade, au coin de Marianne.
dans une réunion dehors, il y avait des vieux vélos déglingués, pas des 10 vitesses. Puis on ouvre la porte, il y avait de la fumée. On voyait presque pas à l'intérieur, tout le monde fumait. Donc on rencontre, évidemment, la rencontre s'est tenue complètement en anglais. Puis à la fin de la rencontre, on s'est donné une poignée de main, les francophones, les anglophones, puis on a dit, dans un mois, on organise une grande manif qui va partir du parc Jeanne-Mance. Entre-temps, moi, je me mariais, et donc j'ai convaincu ma famille pour en faire le premier événement politique du monde à bicyclette. Mais ça ne s'appelait pas encore le monde à bicyclette, hein, c'est sûr. Ça s'appelait Citizen on Cycle, officiellement. J'avais des documents, j'aurais pu les apporter ce soir avec la liste des membres de Citizen on Cycle, qui pour moi sont les vrais fondateurs du Québec cyclable, transport moderne. C'est tous des anglophones, à part un, je pense qu'ils sont 25. Et souvent, j'énumère la liste au début. C'est des gens qui sont devenus de grands militants écologistes, dont Vicky Schmolka, qui est déménagé en Ontario, Tucker Gummer, que tu as bien connu, qui est déménagé en Alberta. J'en parlerai plus tard. T'en parleras plus tard. Donc, je souligne ça parce qu'on se donne facilement, les francophones, tout le mérite de l'histoire du Québec. Mais t'as pas convaincu ta femme ici ce soir. Je m'excuse, tu peux pas toujours parler. Je me permets de le tutoyer, c'est un bon ami. Donc, voilà, le premier événement public, mai 1975. Et déjà, ça c'est l'année d'après, mais ça vous donne une idée du départ de la manifestation au parc Jeanne-Mance. Donc, c'était la première grande manifestation cycliste. Il y avait déjà, la première fois, on était à 3500 quand même, avec des panneaux sur des poteaux, c'est pas trop mal, là, en un mois. Et vous voyez une photo où je suis, moi, à la droite, et Bob Silverman avec son célèbre masque à la gauche. Bob qui était très fort sur les symboles. Il n'oubliait jamais rien pour faire impact au niveau des médias. Donc, le premier die-in qu'on a fait, on n'était pas les premiers à en organiser un. Il y en a eu un récemment, à peu près au même endroit, je pense, au point vous le voyez, c'est au point de Parc et Saint-Viateur. Donc, là, je vais passer en revue des événements. On y reviendra plus tard. Mais avant toute chose, il y a peut-être quelque chose que je tiens à faire, parce que comme j'ai milité avec Robert Silverman les premières années, vous donner l'idée de la profondeur du mouvement. Pour bien les gens, c'était un mouvement, une troupe de théâtre urbaine, c'est vrai que c'était ça. Puis ça a eu l'air d'une gang de clowns, une gang d'artistes qui se promenaient à travers les rues pendant des années, qui faisaient un bon show pour les médias. Mais c'était beaucoup plus que ça. Il fallait côtoyer Bob Silverman pour se rendre compte qu'idéologiquement, il était très solide pour son temps. Il avait dépassé le marxisme, dans lequel il avait été impliqué. Il avait dépassé un paquet de mouvements. C'était quelque chose de militer avec lui. C'est pas sans raison, alors que Claire Morissette avait déjà obtenu dans la toponymie l'avenue Maisonneuve, donc qui s'appelait Piste Claire Morissette, qu'on a lutté autant pour que Robert Silverman soit reconnu dans l'espace public aussi. Donc, les références, les choses qu'on discutait quand on allait dans les cafés, les restaurants, vraiment toutes les penseurs écologiques de l'époque. On était à l'époque d'une grande émergence de l'écologie politique. Donc, vous avez des penseurs francophones et anglophones, Earth Tool Kit, Autokind versus Mankind, écologie politique d'André Gorz, Post-Scarcity Anarchism de Murray Boschko. Murray avec un Y. Oui, un Y, effectivement. Rules for Radicals, ça c'est important en termes de tactique et stratégie de Saul Alinsky, qui était aussi une inspiration pour Barack Obama. Et peut-être le plus important, Ivan Illich, avec l'énergie et l'équité. Mais il y en avait plein d'autres. Donc, les médias ne voyaient pas ça, là. Mais c'était un mouvement qui était structuré autant que le mouvement nationaliste ou tous les mouvements marxistes de l'époque, avec une vision de la ville qui se développait, une vision de l'écologie de la planète, une vision de l'économie future qui se développait. Et c'est des choses dont on discutait beaucoup quand on allait dans les cafés, là, tout le club de Rome, la réelle la croissance, tout ça. Les influences, j'en parle en bas là, un petit peu. L'écologie politique, j'en ai parlé pas mal en ce moment. Le nationalisme québécois était fondamental aussi. On a eu beaucoup d'ouverture du Parti québécois. Vous allez voir les photos qui viennent par la suite. Moi-même, j'étais impliqué, je n'étais pas membre, mais j'étais impliqué beaucoup dans le référendum et dans l'élection de 1976. Et la plupart de tous les autres francophones. Le féminisme, qui était très important, ça paraît peut-être
banal de le dire, mais le féminisme avait été en pro dans les années 1890, dans la première vague de la bicyclette. C'est vraiment un moyen de libération, peut-être plus pour les femmes que pour les hommes. Là. Je considère que l'automobile, c'est très masculin. Et le vélo, c'est beaucoup plus féminin. Quand on parle de mobilité douce en Europe, ça réfère beaucoup à ça. Le pouvoir citoyen. Donc ça, c'était nouveau à l'époque aussi, le pouvoir citoyen, des organismes citoyens qui s'organisent pour revendiquer des choses. N'oubliez pas qu'on sortait à peine de la grande noirceur là, de 60. On entrait dans la Révolution tranquille. Les partis politiques ont pris beaucoup d'importance, le Parti libéral, tout le mouvement Souveraineté Association, le Parti québécois qui est venu après. Mais arrivent les mouvements citoyens des années 60 à Montréal, 70. Donc, les citoyens créent des mouvements pour avoir un impact politique, quelque chose qu'on ne voyait pas avant les années 60. L'argent doré. Jean Doré, ça va arriver après. Ok. XCM, ouais. Et un des éléments idéologiques les plus importants, la contre-culture. Ça déteint beaucoup dans. On parle du mouvement hippie à l'époque, là, mais tout ce qui était paix, là, tout ce qui était des mouvements orientés vers la paix, orientés vers une autre vision du monde capitaliste, d'une autre vision du travail. Donc, c'est des influences qui étaient permanentes au monde à bicyclette. Je m'excuse, je reviens. Donc, on a eu un premier congrès en 1977. On a entre autres défini une orientation politique qui aura prévalu jusqu'à la fin, jusqu'en l'an 2000, jusqu'à la fin. Mais en 1977, il y avait une grosse bataille idéologique entre les marxistes-léninistes. Je nomme des noms, moi-même qui étais social-démocrate. Il faut dire qu'à l'époque, être social-démocrate, c'était pas très sexy. Ça faisait assez proche de la droite, ça faisait assez complaisant. Finalement, c'est quand même ce qui a prévalu à travers le temps, parce que la révolution totale n'a jamais eu lieu. Mais ce qui était payant pour le monde à bicyclette, c'était l'approche poético-anarchiste de Bob Silverman et Claire Morissette. Même si ça paraît encore aujourd'hui irréaliste, ça a été très payant. Je dois avouer que même si moi je défendais une position peut-être un peu trop réaliste, en disant par exemple, je ne préconisais pas l'élimination de la voiture, je me disais, bon, on pouvait éliminer 80% des voitures et garder la voiture juste pour des usages essentiels, les ambulances, les proches aidants, etc., la construction. Finalement, pour Bob Silverman, il fallait tout éliminer, puis il n'y avait pas de vélo cargo à l'époque. Donc, ça paraissait farfelu, mais aussi farfelu que ça pouvait apparaître, autant séduisant ça pouvait être pour les médias. Tandis que dire quelque chose de réaliste, c'était pas séduisant, ça faisait pas de spectacle, ça faisait pas de presse, ça faisait pas d'encre, ça faisait pas de première nouvelle. Donc, je dois avouer, en rétrospective, je le dis, la bonne décision que le groupe a prise de faire prévaloir l'approche poético-anarchiste a été la bonne, parce que ça crée un énorme effet de levier. Avec très peu de militants, très peu de moyens, on a eu des résultats sociétaux immenses. On n'aurait jamais eu autrement. Certainement pas avec les trotskistes qui voulaient détruire le mouvement. Et ni avec la social-démocratie, en fait, elle a beaucoup continué chez Vélo Québec. Et ça a donné aussi de très grands résultats. On en reviendra plus tard. Avant que tu changes de diapo, comment il va? Richard Wagman, il est parti en Europe. Hein? Oui, mais je ne pourrais pas te dire ce qui arrive de lui. Là. Puis, il était là, mais... Lui, il était en Amérique centrale aussi. Il est mentionné, mais je pourrais en parler à part, mais je vous dis... Donc, les suites du congrès. C'est important, ce congrès-là, j'y reviens. Là. On parle ici, j'ai un livre qui s'appelle Cyclopolis, c'est probablement la Bible, là, ce qui a été écrit là, sur la révolution cycliste et tout le nouvel urbanisme. Et c'est écrit en Europe, juste pour vous dire au début, l'auteur, première page, dit « Arabas Silverman pour m'avoir mis sur la piste de ce sujet pour son extraordinaire engagement ». Donc, Arabas Silverman n'était pas rien dans tout. Et là, on parle de tous les pays, tout ce qui est arrivé en Cuba dans les années 90, le mouvement auto-freaker, les congrès sur l'urbanisme durable à partir des États-Unis. Donc, C'est quoi le titre du livre? ça, c'est Cyclopolis. Ok. C'est quelque chose pour L'édition. les consulter. Édition, quoi? Je reviens pas plus. C'est juste des à côté, les avantages, je ne veux pas. Non. Je pense j'essaie de me tenir sur le sujet central, mais d'illustrer. Donc, donc, le programme Mission, la vision finale, effectivement, est liée à nouvel urbanisme.
Le nouvel urbanisme, maintenant, on est habitué à ça à Montréal. Depuis l'arrivée de Projet Montréal, sur le plateau Mont-Royal d'abord, puis par la suite, le nouvel urbanisme est en marche à Montréal. Et si tout a commencé sur le plateau, je ne veux pas offenser personne d'autre qui n'est pas sur le plateau, là, ça s'est poursuivi par la suite, mais ça a contaminé finalement le Québec au complet. C'est facile encore à voir ça aujourd'hui. Les élections viennent d'avoir lieu. Moi, je célèbre ça. Il y a des nouvelles mairies partout à Longueuil. Si vous regardez ce qui se passe, tout ça est inspiré par des initiatives qui ont eu lieu depuis 50 ans sur le plateau Mont-Royal. Et pourquoi? Je vais vous dire, je pense que c'est important, c'est les participants. Mais les forces absolues qu'on retrouvait dans le mouvement, bon, beaucoup de créativité, évidemment. Ça, là-dessus, on avait des champions. Moi, j'aurais aimé toutes les énumérer, des gens extrêmement créatifs. Il y avait l'absence d'académisme. J'étudiais à l'époque à l'Université de Montréal en sciences politiques. Puis il y avait un prof d'histoire, j'avais 22, 23 ans, ou 4 ans, je lui racontais qu'on partait un mouvement, puis il m'a regardé bien sérieusement, un peu comme le père Lupien. C'est un des historiens les plus grands au Québec à l'époque. Je ne donnerai pas son nom. Il m'a regardé et il dit, mon garçon, là, des sentiers cyclables dans les rues de Montréal, tu ne verras jamais ça, peut-être. C'est un type qui avait écrit l'histoire du Québec. Bob Sullivan n'avait jamais terminé ses études universitaires. En passant, il n'y a à peu près aucun de ceux qui vont mener mon université. Et il y avait quelque chose d'important chez tout le monde, l'indifférence à perdre la face. Parce que dans ces années-là, quand vous aviez 18, 19 ans, vous deviez avoir une auto. C'était le symbole absolu de l'avancement social, de l'arrivée dans l'âge adulte, etc. Je me rappelle de me faire dire par les amis que j'avais qui montraient leur voiture, puis j'étais avec mon vélo, mais j'étais totalement convaincu du vélo déjà depuis des années. Je ne vous relaterai pas ma propre histoire, que pour moi, ça me coulait sur la peau d'un canard. Mais pourquoi on avait ça? C'est les participants qui ont fait la différence. Ça, on le voit dans d'autres mouvements. C'est vrai au Québec, avec la Révolution tranquille, tout ça commence avec les artistes en 48-49, avec le refus global. Les gens straight, ils ne changent pas. Et ça, moi-même, j'étais plus straight. Quand j'étais étudiant, j'avais beau 22 ans, à Barcelone, on avait 42. Les gens les plus straight dans le mouvement, c'était les étudiants. Il y avait des artistes et les fameux drop-out. Et c'est les artistes et les drop-out qui ont mené ce mouvement-là pendant des années. On en a peut-être un ici, hein? J'en rends hommage, toi. Jean-Yves Blais, peut-être un peu t'étais d'artiste et drop-out, non? Tout ça, artiste. Ça, voilà, OK. Université de la On avait un aussi. Alors, c'est comme ça que le Québec s'est transformé, parce que 10 ans avant les partis politiques, les artistes qui se réunissaient à l'École des Beaux-Arts ont commencé à voir le Québec autrement. Moi, je suis assez vieux pour avoir vu tout petit le Québec de Duplessis. Puis ceux qui pensent que c'était pas la grande noirceur, là, ils n'ont pas vu de la même façon que moi et bien d'autres. Donc, il y a eu des changements qui sont survenus majeurs de paradigme. Et ça, c'en est un, là, le changement d'occupation de l'espace public dans une ville. Si on regarde l'ensemble de l'espace public depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les rues et l'automobile qui l'occupent. Et c'est une évidence pour tout le monde. C'est quelque chose qui va de soi. Alors que tous les désavantages d'automobile sont soulignés depuis longtemps. C'est pour ça qu'il y a des historiques, il y a des mouvements partout dans le monde pour ramener la ville à l'échelle humaine. Et on essaie de le faire, mais on a vu que c'est difficile. Même la classe journalistique a des difficultés à comprendre ça. Ça prend du temps, ça prend du temps avec. On parle positivement du vélo comme moyen de transport et qu'on puisse dire enfin l'automobile, c'est un problème. L'usage de l'automobile, mais c'est très. Il ne fallait pas le dire il y a 5 ou 10 ans. Moi, je suis tout ça. Imaginez-vous, je militais à cette époque-là, je suis l'actualité depuis ce temps-là. J'ai été impliqué en urbanisme, j'ai été impliqué dans différents domaines. Puis, j'étais depuis l'époque convaincu de ce qu'on faisait. Je suis arrivé en vélo ce soir. Depuis l'âge de 12 ans, je suis toujours en vélo, sauf exceptionnellement quand j'ai besoin d'autres moyens de transport. Donc, tu vois le déclin du transport en commun des années 80, 90, année après année, encore aujourd'hui. Et la beauté des choses, c'est que les dernières 20 ans, quand tu vas en Europe, tu vois une résurgence de toutes les solutions.
Mais malheureusement, en Amérique du Nord, c'est beaucoup plus difficile. C'est d'avoir voyagé aux États-Unis, un peu partout, pour se rendre à quel point l'industrie pétrolière, l'industrie automobile sont omniprésents. C'est une vraie deuxième religion. Je tiens à le dire parce qu'on fait face, quand on entre dans un mouvement comme ça, à des obstacles qui sont inconscients. Et c'est ce que Bob Silverman avait compris. Tout était dans l'irrationnel. Dans le rationnel, on ne peut rien faire. On a beau dire, voilà, le vélo, c'est tel et tel avantage, l'auto, tel et tel désavantage, les gens ne vous écoutent même pas. C'est comme dire, dans les années 50, Jésus-Christ n'existait pas. Les gens ne vous écoutaient même pas. Je pense qu'il y en a qui peuvent le dire aujourd'hui. Donc, c'est à ce point-là. Puis là, sans embarquer encore là, faire une conférence sur le sujet, mais comme on est sur le monde de la bicyclette, je tiens quand même à en parler. Donc, les stratégies et tactiques. Donc, je vais arriver à l'illustration, mais je tiens à exposer la profondeur du système puis les forces stratégiques aussi du système. Donc, on est au début, on n'est pas d'expression politique. Dans l'espace public du Québec des années 70, ceux qui se rappellent des années 70, je me rappelle très bien, ce qu'on voyait beaucoup au niveau politique, c'était des mobilisations de foule dans la rue, qui scandaient des slogans, des revendications. Généralement, c'était beaucoup de mouvements syndicaux, mouvements nationalistes qui prenaient toute la place au Québec. Ceux qui s'en rappellent, et ça nous a fait avancer de façon... On a fait des pas de géant avec le mouvement syndical. Mais arrivé avec le monde à bicyclette, le mouvement écologiste, je me rappelle que Michel Chartrand, que je respecte énormément, nous avait dit, c'est pas demain à la veille que vous allez voir arriver des ouvriers de la construction avec leur coffre d'outils en vélo sur un chantier. Donc, c'est pour vous dire, là, vous êtes un peu off quand même. Allez jouer ailleurs. Et la gauche syndicale avait énormément d'importance et malheureusement, on en a moins aujourd'hui. Et puis, la même chose pour le mouvement nationaliste. Mais il faut voir dans quoi on pouvait se situer, c'était quand même pas évident. Donc, le monde à bicyclette a décidé d'utiliser un théâtre politique. Donc, c'est des spectacles à forte dose symbolique, un nouveau vocabulaire, des défilés joyeux, l'humour, l'ironie. Le levier des médias était très important, puisqu'on n'avait pas de budget pour faire connaître la cause. Lobbying des instances décisionnelles, donc l'infiltration, je dirais, consentante du Rassemblement des citoyens de Montréal, dans lequel j'ai été impliqué moi-même pas mal. Représentation auprès des instances politiques, mémoire à l'Assemblée nationale. Donc, je peux parler dans le détail, mais c'est beaucoup au-delà de ce qu'on voit. Il y avait un travail de sape énorme que Robert Silverman a fait dans les assemblées du Conseil de ville de Montréal pendant 25 ans. Arriver avec des choses très concrètes. Pourquoi Claire Morissette ne peut pas aller visiter sa tante à tel endroit? Parce que c'est trop dangereux de passer en vélo. Il revenait toujours sur des choses concrètes. Il n'y avait jamais de réponse. Puis, beau monsieur cravaté, c'était pas comme des jeunes femmes comme aujourd'hui qui nous dirigent. Là. Beau monsieur cravaté, conservateur, puis il n'y avait rien à répondre. Donc, ce lobbying-là était très important parce qu'on a commencé à avoir des choses dans les années 80. Alors qu'il n'y en avait pas ailleurs au Canada, comme la piste cyclable, la première piste cyclable nord-sud sur Boyer, je pense. Donc, c'est à côté ici. C'est du Boyer ou le font Boyer, c'est Brébeuf plutôt, c'est Brébeuf. La Claire Morissette, Maisonneuve, c'était quelle année, j'ai oublié? C'est beaucoup plus tard. J'étais à la coupure du 2000 quelque chose. 2000, ouais. 20, Je pense que je suis en bas, je pense. Chambord, celle qui fait... Non, avant, C'était devant la grande bibliothèque. elle passait ici même, là, un petit peu plus bas sur... je me rappelle d'avoir utilisé en 85. Je travaillais à l'étranger à ce moment-là. Bon, voilà. Alors, dimanche matin, c'est assez symbolique. Dimanche matin, 1976, très choqué. Regardez ça 2 minutes. Le meilleur caricaturiste au Québec. Beau temps pour rouler. Page complète dans le dimanche matin. Tout était là. Hein. Tout était là. Donc, la première peinture illégale, il faut le dire, des premières pistes cyclables. Hey, on voit clair, c'était qui Claire Morissette qu'on voit au-dessus de la voiture, c'est Claire Morissette. Oui, mais Désiré de Poumon-Rose. Désiré Poumon-Rose, je ne sais pas laquelle des deux, là, c'est la nuit. Ça va revenir. Ça, c'est une rencontre avec, j'étais là avec Bob Silverman, avec Marcel Léger, ministre de l'Environnement. Comme je vous disais, il y avait vraiment d'ouverture. Les ministres nous rencontraient, même les ministres fédéraux nous rencontraient.
Il n'y avait pas tous les mouvements. On couvrait toute la gamme. On défendait les transports en commun, on défendait évidemment les pistes cyclables, on défendait les piétons, on défendait tout. Il n'y avait rien d'autre. On était les seuls dans le décor. Ça n'a pas duré longtemps. Là. Beaucoup de mouvements que vous connaissez aujourd'hui sont. Ça, là, c'est. Donc, les transports en commun, c'était très important. Dans la lutte que Robert Severin a menée, je pourrais, s'il était là, il pourrait vous faire un long laïus d'une heure là-dessus. Là. Comment les compagnies automobiles ont détruit les systèmes de métro, de tramway dans les années 50, etc. L'autre Diane sur Sainte-Catherine, qui est venue un petit peu plus tard. Moi, je pense que je porte la civière en avant. Même l'assaut Pacifique pour avoir accès au métro. La manif spatiale qui a eu lieu dans plein de pays du monde par la suite, là, qui est très, très, je dis le symbolisme absolu parce que, vous comprenez, c'est une manif où autour du vélo est attaché des 2x4 qui montrent l'espace pris par un automobile. Je pense qu'il y a bien des gens qui ne l'ont pas compris, là, mais tous ceux qui réfléchissent un peu comprennent à quel point le vélo est une solution efficiente. Le salon de l'auto, ça c'était très important. Le salon de l'auto, je dis au cœur du monstre pendant plusieurs années. Je le mentionne souvent pour ceux qui n'ont jamais écouté mes conférences. Je suis allé à celui-là en 79. Les participants, les milliers de participants, c'était les cols bleus québécois de souche. Je suis retourné il y a 3 ans, c'était 100% des jeunes immigrants. Ça place Valorant. Tu disais, oui. Tu disais. Les participants, vous voulez dire. Ceux qui participent, ceux qui viennent au salon de l'auto pour rêver, puis pour payer, pour voir les derniers cris de l'automobile. En 79, c'était tous des cols bleus québécois. C'était mon père, mes oncles, tout ça. Là. Puis il y a 2 ans, je pense en 2023, je suis retourné, presque 50 ans plus tard. C'était tous de jeunes immigrants, 100%. Alors, pensez où on va demain avec eux et avec d'autres. C'est pas étonnant que dans certains quartiers, comme j'arrive de chez ma mère à Ville d'Anjou, il y a des pistes là peintes là, depuis 20 ans. Je suis toujours le seul cycliste dessus. Et le vélo, ça n'existe pas à Ville d'Anjou. Ça n'existe pas à Saint-Léonard, ça n'existe à peu près pas à Montréal-Nord, etc. Alors, ça va peut-être pas juste se faire avec des manifs. On y reviendra à la fin. Le mouvement féministe, donc c'est Martine Thomas qui était une des membres du collectif cyclo-féministe du monde à bicyclette à l'époque. Sauver la planète, sommet de Rio. C'est différentes manifestations qu'on a fait. Bon, une longue série de manifestations, c'est pour avoir l'accès au pont, puisqu'on est une île, et puis si on veut sortir, il faut avoir accès au pont. 77. Alors ça date de 77, effectivement. 25 avril. La même jeune femme que vous voyez en haut à droite, c'est ma femme je m'étais marié quelques années. Ben là, c'était pas là. Elle a des dreads. Non, on n'a pas de dreads. Donc, l'évasion, ça c'était sur le pont Jean-Cartier. Donc, il y avait 2 groupes qui se rencontraient au milieu du pont. On avait bloqué le pont un dimanche matin. Ça s'était fait assez par surprise, mais si vous lisez l'article, les journalistes attendaient toujours quelque chose à chaque semaine. Au printemps, à l'été. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait parler de ce mouvement-là. On ne peut pas dire que le message n'a pas passé. Mais le reste de la société capitaliste autour nous a un peu enterrés. Et malgré tout, malgré le fait qu'il n'y a jamais un sou de publicité qui a été fait à la télé nulle part pour faire du vélo en ville et encore moins pour faire du vélo l'hiver, on progresse. On progresse par imitation et par essai. Parce que pensez à ça, là. Allez à chaque 5 minutes, vous avez une annonce télévisée d'automobiles qui ont coûté souvent des millions avec des artistes connus. C'est pas vrai que ça n'a pas d'impact sur les gens. Il faut toujours aller dans l'inconscient. La partie consciente n'est pas très importante là-dedans. Et c'est ça que Robert Severin avait compris. Il travaillait beaucoup sur le langage, il travaillait beaucoup sur les schémas quand il parlait d'auto-érotisme. La Vélorution vaincra l'auto-érotisme. C'était profond. Il y a bien des gens qui comprenaient, mais il avait compris. Ouais. Donc, la bataille des ponts, c'était assez long. Une bataille très concrète. Vous avez Robert Silverman déguisé en Moïse ici, là, pour faire traverser, que le peuple hébreu puisse traverser la mer Rouge. Donc, il y a eu énormément de différents types de manifestations. Et il y a eu la manifestation avec le canot, effectivement. Je pense que je ne l'ai pas, mais on voit Bob Silverman encore. Moïse réalise le miracle d'ouvrir la mer Rouge.
Donc ça avait eu beaucoup d'impact des médias. Évidemment, c'était un bon spectacle. Surtout à l'époque où tout ce qui était spectacle, c'était, n'oubliez pas, c'était les batailles syndicales et les batailles nationalistes. Si on regarde les batailles nationalistes comme celle de Saint-Léonard en 1973, c'était pas mal plus violent que ça. Là. Donc, la manif du Sentier de Lapin, ça c'était un petit peu plus tard, les années 90, tu devais être là probablement. 90, oui. On arrive parce qu'il faut finir, là, je ne peux pas en parler, j'essaie d'aller à l'essentiel. Donc, le rôle de Bob Silverman et Claire Morissette, pourquoi on revient souvent à ces deux militants-là? Parce qu'ils ont milité 25 ans. Moi, je les ai vus dans la grande pauvreté dans les années 80-90. Je les rencontrais sur la rue. Bob, toujours enthousiaste, me disait la dernière gain qu'il avait fait. Mais il était toujours là. Ça, on voit plus tellement ça aujourd'hui, ce genre de militants-là, mais qui militent en étant sur l'assistance sociale, sur un petit projet, sur quelque chose. On est plus tellement là aujourd'hui. Claire, si on veut la décrire, Claire, c'était la doueur. C'était le premier ministre du mouvement. Et Bob, c'était le président. Je suis au nord-sud de mon bicyclette. Communautique, c'est elle qui... La coop Saint-Louis, la première coop Saint-Louis, tu as raison. Coop Saint-Louis, tu pourras en énumérer des choses. Elle était à l'origine de beaucoup de choses très concrètes dans le Nord-Sud qui nous un peu commanditent, nous, dans le sens que c'est notre raison sociale sur le Nord-Sud pour encore du monde à bicyclette. L'axe Slab Est-Ouest de Maisonneuve, qui est une réussite. Bob, le visionnaire, donc, comme je disais, c'est le vocabulaire, c'est la personnalité. C'était un leader mondial du mouvement cycliste. Important, le soir du lancement du livre, Ouais. on avait les presses de l'Université d'Ottawa. Ouais. Sur leur Facebook, il y a le vidéo de la soirée. Okay. Non, mais c'était to the point. On pourra revenir, ceux qui veulent. Je pense qu'il faut, en complément à ma conférence, il faut vraiment lire ce livre-là. Parce que sans Robert Silverman, il était vraiment l'âme et le guide du mouvement pendant les 25 ans. C'était quelqu'un de teigneux, parfois insupportable, mais aussi pour les politiciens. Mais il faut aller au-delà des apparences. Là, tous ceux qui l'ont connu peuvent le savoir. En lisant le livre, on voit que c'est un des grands Québécois des dernières années, compte tenu qu'on vit une crise écologique et une crise climatique. Et pendant des années, ça, c'était complètement ignoré. Là. Mais lui était à l'avant-garde de tout ça, là. La lutte contre la crise climatique et la lutte contre la... Évidemment, le vocabulaire n'était pas le même qu'aujourd'hui, mais la bataille était la même, exactement. Donc, c'était un pionnier pendant longtemps. Donc, le livre, je le mentionne ici, là, c'est ce livre-là, le Vélo-Révolutionnaire. Le terme Vélo-Révolutionnaire vient de la France, en passant. Ça vient des Amis de la Terre, dans les années 70. Là. Je les avais rencontrés grâce à Bob. Bon, ça, c'est clair. Vous la voyez ici. Elle a déjà sa piste bien identifiée. Bob, ça va venir bientôt. Ça, c'est Bob Silverman. C'est Thierry qui me demandait, le propriétaire de la porte à bicyclette, c'est lui, ça? Oui, on l'a reconnu. Donc, ça, c'est un die-in, Bob, dans la rue. Vous le voyez, ça, c'est une des célèbres photos. Energy. Avec son regard narquois. Vous le voyez, c'est une autre photo célèbre de la Gazette de 76, Cars Kills More Than Wars. Faut revoir le personnage, faut voir les vidéos. C'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui, là. Par exemple, toute sa description dans les médias du citoyen modèle. Il prenait toutes les déclarations de tous les ministres, l'environnement, la santé, etc. Puis vous avez votre citoyen modèle et le cycliste. Tous les ministères. C'est pas ce qu'on attend aujourd'hui. On entend aujourd'hui les cyclistes, c'est des délinquants, c'est eux qui nuisent à la circulation, c'est à cause d'eux qu'il y a plus de pollution parce que les voitures ne peuvent plus rouler. Un paquet de mensonges. La congestion routière existe, vous pouvez voir des vidéos, des films depuis le début des années 60. C'est le Rialto en arrière. Oui, le Rialto. Donc, on revient dans l'actualité. Donc, c'est le 8 septembre. José et moi, on est là avec la mairesse de l'époque, avec Evelyne au centre qui organise les expositions, avec Gabriel Anctil à droite, et puis Marianne Giguère, qui était la responsable dossier, qui a fait beaucoup faire avancer le dossier à l'Hôtel de Ville pour obtenir la désignation de la piste. Robert Silverman, qu'on verra bientôt. Donc, je vais conclure avec les raisons du succès du monde à bicyclette et je vais aller plus loin que le monde à bicyclette. Le Vélo Québec aussi. Je ne le fais pas parce qu'on est dans les locaux de Vélo Québec. J'ai fait la même présentation plusieurs fois avant.
Mais j'essaie de prendre la distance un peu dans tout ça, là. Donc, la première grande raison, c'est impossible sans ça. La jonction des francophones et des anglophones, de travailler ensemble. Et ça, c'était vraiment deux cultures de travail. Ceux qui ont travaillé dans des mouvements avec des anglophones à Montréal, moi je suis encore sur un CA avec des anglophones, le Rassemblement des citoyens de Montréal qui a transformé Montréal, la création des arrondissements, des directions d'arrondissement qui existent nulle part ailleurs au Canada, ça date des années 70-80, quand le RCM était, je ne dirais pas noyauté d'anglophones, c'est pas le bon terme, mais c'était farci d'anglophones qui militaient dans. Et beaucoup, beaucoup des Juifs, comme on retrouve partout à New York, partout, des gens extrêmement conscients, extrêmement soucieux de la justice sociale, comme on voit Bernie Sanders aux États-Unis et d'autres, là, à l'avant-garde de la lutte pour la Palestine tout le temps, déjà depuis les années 90 et avant. Donc, ça, c'est une autre histoire, l'histoire du militantisme juif, mais c'est quelque chose à retenir. On l'a vu dans le monde de la bicyclette, là, dans les débuts en particulier. Donc, nous, les francophones, on amenait la Révolution tranquille, on amenait le raz-de-marée. Pour nous, je dirais que notre devise, c'était Sky's the limit. Les anglophones étaient plus réservés là-dessus, là, parce que c'est nous qui avions le gros de la vague politique dans les années 70. Mais pour ce qui est des objectifs et des méthodes, ils étaient là. Un autre facteur qui a joué beaucoup, en particulier dans le plateau, c'est les quartiers centraux bâtis en automobile. Donc, on avait déjà la ville à 15 minutes, la fameuse ville à 15 minutes, on l'avait déjà dans les années 70. Donc, c'était relativement facile de mobiliser 4000 personnes, puisqu'il y avait facilement peut-être 5-10 000 personnes sur le plateau qui roulaient en vélo, sans que rien, personne n'aurait dit de le faire, parce que c'était évident. Si vous n'aviez pas d'argent, vous allez vite partout, prenez votre vélo. Concentration, population novatrice, je reviens encore là-dessus, là, parce que c'est fondamental. Les artistes, les étudiants, les marginaux, c'était vraiment le noyau dur du mouvement. C'est encore pas tout à fait ça, mais tout le mouvement, cycliste aujourd'hui, le noyau dur qui existe à Montréal, là, qui joue un rôle important avec les masses critiques et autres choses. C'est pas représentatif de toute la population de la région de Montréal, mais c'est le noyau dur qui alimente le mouvement. Coup d'œil vers l'Europe, je vous ai donné l'illustration de mon cas au début. Là. Un coup d'œil vers l'Europe, encore aujourd'hui, si vous regardez ce qui se passe, ceux qui sont allés en France ces dernières années, vous allez en Allemagne, vous allez dans plusieurs pays. L'Europe a fait des pas de géant au niveau des transports actifs. Je ne sais pas s'il y en a qui sont allés à Paris depuis 5 ans. Est-ce qu'il y en a qui peuvent lever la main qui sont allés à Paris? Bon, vous avez pu voir Paris aujourd'hui. Paris, il y a 20 ans, 25 ans, c'est la nuit et le jour. Ils font au niveau vélo des choses que moi, j'aurais jamais pensé possible. La France, partout, vous allez à Toulouse, je l'ai vu en 5 ans, la ville dans 5 ans de cyclable. Ils font des pas de géants, il y a des partis écologistes locaux. Donc, regardez vers l'Europe au lieu de regarder vers les États-Unis. C'est parfois payant au niveau urbain, parce que l'Europe fonctionne et revient souvent à des modèles urbains qui sont plus viables en termes de vie communautaire, en termes d'efficacité aussi. Mise en place du Bixi, on voit que c'est un gros impact les dernières années. Je ne reviendrai pas là-dessus. Le début de tout ça vient quand le monde à bicyclette, à l'époque de Jean Drapeau, avait offert un vélo à Jean Drapeau pour qu'il mette en place un système de vélo libre-service. Ça s'est fait finalement. Montréal a pris un énorme leadership mondial là-dedans. On n'est pas les seuls. L'idée d'origine n'est pas d'ici. Mais à Montréal, ça a eu un énorme effet. Si on regarde dans les rues, c'est non seulement les pistes là, mais c'est le Bixi aussi. Parfois, la majorité des vélos qui roulent dans les pistes, ce sont des Bixi. Et ça a donné une énorme impulsion au vélo d'hiver depuis 2 ans. Et ça, c'est pas facile de promouvoir le vélo d'hiver, pas intrinsèquement. Moi, j'en fais surtout avec les vélos à sens électrique, les pneus d'hiver, les pistes cyclables déneigées. Tout le monde est d'accord, c'est assez facile. Mais pour les gens qui sont dans leur habitacle automobile et qui nous regardent, ça a l'air de quelque chose d'impossible. Puis comme il n'y a aucune publicité, il n'y a rien, tout ce qu'on entend, vous allez lire des commentaires dans les journaux, c'est que c'est une histoire de fou. Mais ça marche. Alors, ça marche, j'espère. Puis sur des distances assez longues, dans la même distance que l'été. En dedans de 8 km, le vélo est assez concurrentiel, en guillemets. Donc, le système politique municipal, ça, c'est un facteur important qui fait avancer les choses à Montréal. On a des mairies locales qui n'existent pas ailleurs. Donc,
des arrondissements comme le plateau Mont-Royal, Rosemont-Petite-Patrie, qui mettent de l'avant des choses, qui les expérimentent, qui les font, les autres le voient puis l'adoptent. Si vous aviez la ville-centre qu'on avait avant, ça ne serait jamais arrivé. La ville-centre n'aurait jamais rien commencé. Il était toujours en attente de ce que le mouvement les obligeait pratiquement à faire, c'est-à-dire Vélo Québec et le monde à bicyclette. Mais l'un des grands facteurs que voient même les urbanistes américains qui favorisent Montréal, c'est les mairies locales et les partis politiques locaux qui sont rattachés aux mairies locales. C'est pas des partis, Montréal, les partis politiques, c'est pas le Parti conservateur, le Parti libéral, puis le Bloc. Non, vous avez des partis locaux avec des programmes locaux, une idéologie urbaine locale, et ça fait avancer en ce moment toutes les villes du Québec à la suite. Sans être sans trop montréalais, non, mais ce qui se passe à Québec, ce qui se passe dans toutes les villes, c'est la réplique de ce qui se passait dans le plateau il y a 20 ans, puis qui se passe à Montréal les dernières années. Puis si on regarde la dernière élection, moi, bien réalistement, je vois qu'il y a au moins 3 partis qui sont enlignés pour poursuivre ce qui se fait depuis 15 ans, même ensemble Montréal, ne sont pas encore là pour tout démolir. C'est ce qu'on entend. Parce qu'il y a quand même 49% des gens, sur les sondages, qui sont en faveur, entre autres, du vélo en ville en ce moment. Ça, c'est des progrès énormes. Ça ne s'est pas fait juste par le monde bicyclette. Donc, je vais y revenir. Donc, j'y arrive. La mobilisation citoyenne pluraliste à long terme, quand je dis pluraliste, là, c'est le monde à bicyclette et Vélo Québec pendant 50 ans. Le rôle du monde à bicyclette, ça a été d'amener le vélo comme moyen de transport en ville, de le promouvoir comme moyen de transport, de l'amener dans l'opinion publique, de changer la vision du vélo qui était exclusivement un sport. Personne ne voyait rien d'autre qu'un sport, de compétition, de fin de semaine, de n'importe quoi. Mais l'idée du transport faisait face directement à quelque chose qui apparaissait impossible. Donc, ça, le monde habituel travaille là-dessus. Et en parallèle, Vélo Québec, si on regarde ici, a travaillé pour sensibiliser l'ensemble de la population montréalaise. Là. Si on regarde depuis le premier Grand Tour de 85, l'apogée du Grand Tour avec 45 000 personnes, moi, je me souviens, les premiers grands tours, les gens sortaient leur vélo pour faire le grand tour. Là. On ne parle pas de cyclistes urbains, là. On parle de gens qui ont été sensibilisés à faire du vélo dans les rues de Montréal grâce à tous les événements de Vélo Québec, sans compter tout ce qui s'est fait en province. Donc, on peut pas, si on veut être très honnête, là, chacun a joué son rôle de façon complémentaire, de façon conjointe ou parallèle. Et c'est une chance inouïe qu'on a eu ces deux mouvements citoyens-là qui font de nous la première ville cyclable en Amérique du Nord, alors que sur les 23 principales métropoles de plus que 1 ou 2 millions d'habitants, on devrait être la dernière parce qu'on est celle qui a l'hiver le plus rigoureux de toutes les métropoles d'Amérique du Nord. On est les premiers, on devrait être les derniers. Il faut réfléchir à ça. Pourquoi? Alors ça, si vous regardez ce que ces deux mouvements-là ont fait, c'est une transformation non seulement de la pratique, mais de l'opinion publique, de l'acceptabilité sociale, et ensuite ça se traduit en mode électoral. Je dis toujours aux plus mordus, ça serait beau d'avoir des pistes sur toutes les rues, d'avoir toutes nos revendications, mais s'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, le parti qui met ça de l'avant, il est battu à la prochaine élection. C'est en partie pourquoi Projet Montréal a été battu à cette élection-ci, au niveau de la mairie, il ne faut pas se le cacher. Mais malgré tout, moi je crois que ce qui a été fait va rester là, puis ça va se poursuivre, parce que le mouvement est parti. On ne peut plus l'arrêter. Le tour de l'île, le monde à bicyclette, on faisait ça avant que ce soit Vélo Québec. Oui, bien, le premier, pour rendre à César, qui appartient à César, là, la première manif de 75 du monde à bicyclette, 3500 personnes, c'est 10 ans autour de l'île. Les deuxièmes, on a continué. 4000, 5000, les années qui ont suivi, là. Donc, ça a duré toutes les années 70, je ne sais pas jusqu'à quelle année exactement. Puis, le Tour de l'île est embarqué. Mais les deux ne jouent pas le même rôle. C'est pas le même monde qui viennent. C'est pas le même monde qu'il y avait dans les manifs. C'est bien important de regarder la sociologie de l'affaire. Pour moi, c'est toujours fondamental. Aller en périphérie, il y a la sociologie, puis il y a l'urbanité aussi. Il y a des zones à Montréal où le vélo, c'est presque pas utile. Puis les distances sont toujours trop longues. Vous êtes toujours obligé de faire 10 km, de faire n'importe quoi. Si je ne me trompe pas, là, le Tour de l'île, ça a monté à 60, puis c'est revenu à un plateau de 40. Donc, ça n'a jamais monté à 60. Ah, non? Tu pourrais demander aux gens de... OK. Mais là, OK, maintenant, avec excuse, tous les ça tours, porte pas OK, sur le Tour de l'île. c'est juste des chiffres. Non, c'était juste pour mettre un peu les pendules à l'heure. Oui.
Donc, c'est un peu pour conclure dans ce sens-là, et c'est pas parce qu'on est à Vélo-Québec aujourd'hui. Donc, c'est une photo de 2010 où j'avais encore fait un exposé avec Bob à l'UQAM. Et on voit à côté de nous mon ami Jean-François Pornovo, le père de la route verte, une autre La route grande verte, c'est à réalisation cycliste. Donc, ici même, on a lancé le livre de la route verte il y a à peu près un mois et demi. 5400 km, le plus grand réseau en Amérique du Nord. On ne devrait jamais avoir au Québec le plus grand réseau en Amérique du Nord dans une province. Ça devrait être la Californie, ça devrait être le Nouveau-Mexique. On n'a pas la place pour ça, mais c'est nous les premiers. Posez-vous les questions. C'est parce qu'il y a quelque chose au Québec qu'il n'y a pas eu ailleurs. C'est un mouvement citoyen, tant chez Vélo Québec qu'au monde à bicyclette, qui a fait que on a bougé, on a fait bouger les choses, on a fait bouger les gouvernements, comme ça s'est fait en Europe aussi. Là. On a fait bouger les gouvernements, alors qu'ailleurs, ils ne sont pas arrivés autant qu'on a pu y arriver, alors qu'ils avaient des conditions beaucoup plus favorables que nous. Donc, je conclue avec ça, peut-être. Voilà. Je pense qu'on pourra peut-être aller vers la discussion par la suite là-dessus. Merci beaucoup. On va prendre une petite pause de 5-10 minutes, le temps de prendre une petite respiration. Il y a des salles de bain et tout. Et on revient pour une discussion, réflexion. Il y a des grignotules, là, je vais monter les grignotules. Fourni par Jean. Ben non, c'est fourni par lui. Bonjour, bonjour. Désolé de vous interrompre dans vos conversations. C'est toujours un plaisir de voir tout le monde là, avec tant d'énergie dans les échanges et tout. Fait qu'on va commencer, dans le fond, la période d'échanges, questions, réflexions de groupe. On va juste commencer, dans le fond, là, avec un premier point, mais par la suite, là, on pourra tous participer. Oui, je vais faire une petite conclusion. Elle est là, la conclusion. Il y a des gens ici qui militent, qui se demandent aujourd'hui qu'est-ce qu'on devrait faire, puis peut-être impressionnés par ce que fait le monde à bicyclette, puis qu'est-ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Ce qu'on devrait faire aujourd'hui, on le fait déjà, mais je pense qu'il y a une priorité. Personnellement, je ne crois pas complètement que build it, then use it. Si on va dans la périphérie, je l'ai dit tantôt, pour Anjou, Saint-Léonard, Montréal-Nord, etc., on fait face à un obstacle déjà culturel immense dans cette zone-là. Entre nous, tout est facile. Je vais dans les manifs de la masse critique, on est entre nous, je connais les militants, tout ça. C'est très bien qu'il y en ait. Mais il y a tout un travail qui se fait d'éducation dans ces quartiers-là par Vélo Québec, à travers le programme. Là. Comment il s'appelle le programme de Vélo Québec? Pour les enfants cyclistes almatistes, pour les femmes, tout à vélo. Tout à vélo. Puis pour les autres, le mentorat. Oui. Puis il y a aussi Cyclo Nord-Sud qui devrait être beaucoup plus généralisé. Imaginez-vous, je pense que vous étiez ici quand il y a eu le lancement, certains étaient là, le lancement du livre il y a quelques semaines, puis le directeur de Cyclo Nord-Sud était là. Il a raconté l'histoire d'un jeune, par exemple, jeune maghrébin, qui vient dans les ateliers. Ses parents, c'est possible, ses parents, ils ne font pas de vélo, sa mère n'a jamais fait. Son père non plus, il ne voit pas aucun avenir là-dedans. Là, eux autres, ils vivent à Saint-Michel, ils sont en transit pour aller un jour dans la vraie banlieue, à Laval ou à Longueuil. Il faut voir, les immigrants, ils font comme tout le monde. Ils se déplacent, ils ont un objectif. Ils ont besoin d'auto à cause du champ de travail qu'ils font. Donc, il n'y a ce jeune-là, il n'y a aucune initiation au vélo. Non seulement ça, mais ses parents le poussent vers l'ascension sociale. C'est des quartiers, c'est pas drôle, vivre à Saint-Michel. Il y a des blocs appartements, etc. Même chose, Montréal-Nord, une grosse partie. Saint-Léonard, bon. Alors, ce jeune-là, si on ne lui donne pas l'opportunité de goûter à ça, là, il ne rentrera jamais là-dedans. C'est dans les quartiers centraux, les quartiers qui vont jusqu'au Bois métropolitain, je fais toujours le périmètre, le fleuve, Bois métropolitain, puis Neuf à l'est, puis jusque dans Côte-des-Neiges à l'ouest. On s'entend entre nous, là, jeunes professionnels, anglophones, francophones, ça se fait tout seul. Faites une piste, le lendemain, il y a du monde dedans. Et dans cette zone-là, c'est pas évident. Il va falloir, il y a une nécessité, ça va se faire à travers dans les écoles, dans des programmes où on leur donne le goût par la mécanique, par les cours de conduite, à faire du vélo, par prendre ça au sérieux. Comme une solution. Il y en a qui prennent ça au sérieux. Je vais vous donner deux petites anecdotes. J'étais à un parquet, je vais souvent, il n'y a pas longtemps, sur la piste cyclable, puis il y a un jeune Indien qui est venu me voir, il m'a vu arriver en vélo.
Puis il a voulu, un jeune, il avait peut-être 20 ans, comme on ne voit jamais parler de vélo. Il est venu me voir, puis il dit, c'est un vélo, là, comment je peux m'en acheter un comme ça? Comment ça marche, tout ça? Ça, on ne voit pas ça souvent. Lui, il avait catché. Mais combien vont catcher comme lui? Là? La population est jeune là-bas. Hein. En général, elle n'est pas là-dedans. Là. Ils veulent la faire enlever, la piste cyclable. Les gens, personne ne travaille en vélo. Ces gens-là, ils vont travailler loin. Ils ont besoin de véhicules. Il y a des commerces qui ont besoin de véhicules. Ils sont dans une autre histoire. Plus jeune, en 77, j'avais travaillé dans un centre pour jeunes, on disait jeunes délinquants, ça s'appelait Bosco-Hill à l'époque, c'était dans l'est de l'île, tout un programme de cyclotouristes durant l'été. Donc, les jeunes avec qui on travaillait, on faisait du canot, du vélo, on chantait le vélo. Mais pour eux autres, il y a un vélo métro maintenant en tout temps. Oui. Ah, oui. Donc, juste pour revenir, pour dire à quel point ça peut se faire, mais bon, ça peut faire perdre, mais je vais revenir. Donc, on fait le programme durant l'été, du vélo camping, on est allé au Vermont, dans les Laurentides, et ça. Donc, tous des jeunes qui venaient des quartiers de l'époque, là, défavorisés de Montréal, la plupart d'entre eux, Châteauguay-Maisonneuve, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, et plein d'autres quartiers, peut-être Montréal-Nord aussi, qui ont goûté au vélo, au canot durant l'été. Puis à la fin de l'été, il y en avait qui avaient fait des communes et meurtres là-dedans et tout. C'est des jeunes qui normalement, s'en allaient pas dans le plein air. Ils s'en allaient ailleurs. Avoir une Mustang, avoir une Camaro, avoir ci, ça, on montait, puis peut-être devenir Hells Angels un jour. Puis à la fin, quand on fait le bilan du programme, on leur demande de parler. Puis il y en a un qui dit, j'ai vu la vie complètement différemment à travers ça durant l'été. J'ai vu qu'avec, sur un vélo, en faisant du vélo ou du camping, on pouvait être heureux. Ça, il n'avait jamais eu la chance de goûter à ça. Fait que ça vaut pour les jeunes immigrants, ça marche. Ça marche, ces programmes-là. Là. On amène des jeunes à Montréal-Nord avec Jean-François, c'est pas Blais, celui qui travaille. Gagné, oui, c'est ça. Jean-François Gagné fait un travail extraordinaire dans l'extrémité est de Montréal-Nord, la zone la plus marginalisée, pour avoir des pistes lèvres entre les écoles, des programmes dans les écoles. L'effort, là, il est peut-être moins flamboyant que ce qu'on a fait le Mont Lavisette à l'époque, mais c'est ça qui va payer beaucoup dans les prochaines années. Sinon, on va frapper le mur de ce que je vous ai dit tantôt. Là. On ne dépassera pas métropolitain. Déjà, entre le coût d'un triplex dans Villeray, le même triplex, si l'autre côté métropolitain m'a dit qu'il valait 100 000 $ de mois. Pour dire, on n'est plus dans la même population. Là. Tout le monde le sait, là. Tout le monde trouve ça in, Villeray, ou quand vous allez de l'autre côté, il y a tout le monde qui est in. Là. Il y a ceux qui ont le site, il y a des poches, là, mais il y a un travail extrêmement important à faire que fait Vélo Québec et c'est tout dans ça. Moi, je pense que le présent et l'avenir, puis il y a beaucoup de militants qui sont là. Julien Gagnon-Ouellet, que je connais bien, là, il travaille à Saint-Michel. Là, il y croit lui aussi. C'est ces gens-là qui, à quelques années, vont pouvoir raconter la nouvelle frontière. Je veux dire, la nouvelle frontière, il y a deux nouvelles frontières. Le vélo d'hiver, souvent on se fait dire, ça donne quoi de faire des pistes cyclables qui ne sont pas utilisées durant l'hiver, on mobilise tout. Mais on sait qu'on est capable de les occuper l'hiver, mais il faut le faire. Et c'est ça le défi des prochaines années, donner la capitale mondiale du vélo d'hiver. En ce moment, c'est Oulu, dans le nord de la Finlande, 20% de part modèle produit ça à quartier. Les gens qui pensent que ça ne se fait pas, c'est triste qu'on entende ça. Ça se fait. Ça se fait, on le fait chaque jour avec tout ce qu'on a en ce moment. Mais donc, je pense que le présent, il est là. Il y a deux frontières. La frontière physique que je vous ai énumérée, qui n'est pas près de disparaître. Là. À mesure que les immigrants, c'est le cas des quartiers de transition. Ce n'est pas quand ils vont aller à Blainville que ça va commencer après. Ce ne sera pas possible à Blainville de faire. Je pense que Montréal a encore beaucoup de potentiel à cause de ce que je vous ai dit, à cause de la densité. Ils sont historiques, mais la densité urbaine permet énormément de développement cycliste. Et donc, il y a ça, puis il y a le vélo d'hiver. À partir du moment-là, on justifie tout. Parce que sinon, on porte flanc à dire, regarde, on fait des pistes qui ne sont pas utilisées, ou on fait des pistes l'hiver qui ne sont pas utilisées. Mais je pense que c'est temporaire, c'est une question de faire pour qu'ils soient utilisés. Voilà, alors je parle peut-être de la discussion, d'attirer les plus jeunes. Oui, Jacques, je voulais savoir, le premier journal, Le Monde de la bicyclette, édité en 1975, le dernier en quelle année? Ben, j'imagine autour de 2000, là, on a des 99, 2000, je ne sais pas. Je pense que la bonne personne, c'est... C'est 2000, la dernière c'est 2000. Ah oui, il y a une publication de 2000. Peut-être. Ouais.
Est-ce qu'il y a On n'a pas encore le local. d'autres interventions? Parce que je vois ici là, toutes des mordus. Là, C'était juste pour ajouter un commentaire sur le film. Tu sais, je pense que le télétravail va aider aussi. Parce que très souvent, des fois, le monde, ils se prennent un emploi, puis des fois, ils n'ont pas le choix de voyager vraiment loin. Fait que là, ça amène l'achat de l'auto comme un prérequis au travail. Ça découle sur tout le restant de la vie. Mais si on est capable de faire le télétravail, mais là, on peut ne pas s'acheter un auto puis faire notre épicerie en vélo. Mais si on a déjà un auto pour le travail, on va l'utiliser pour l'épicerie. Fait que là, c'est juste. On l'a vu depuis 5 ans. On a pas parlé de la pandémie, mais ça a été assez bénéfique pour les transports actifs partout dans le monde. Mais là, la pandémie est finie. Ça fait continuer. Ça va, à Montréal, ça va quand même pas mal mieux. L'augmentation de la part modale est incroyable depuis quelques années. Ça, on voit la conséquence sur le plan politique. Là. On ne voit pas ce qu'on voit à Toronto. Là. Le premier ministre de la province va enlever les pistes cyclables sur les grandes avenues. Là, ils sont en justice pour ça. Au Québec, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça parce que l'opinion publique a évolué. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent, les Québécois. Là. C'est parce que là, on a fait évoluer l'opinion publique d'une façon énorme. Et encore là, le mariage de raison, Vélo Québec, mon bicyclette à travers le temps. Jean-François me dit, est-ce que tu devrais peut-être parler des divergences qu'il va y avoir eu entre les deux organisations? Je pourrais le faire. Je pense qu'il faut planer un peu au-dessus de ça. J'en ai été moi-même victime. Je n'insisterai pas dans le détail. Même au sein du monde à bicyclette, c'est certain qu'il y avait des débats. Là. Il y avait des débats. Je ne suis pas parti moi-même sans raison. Mais je pense qu'à un moment donné, tu regardes rétrospectivement, je l'ai fait un petit peu dans tout ce qui est politique, il finit par y avoir des chicanes, il finit par y avoir des divergences de vue. Il y a des personnes en cause, il y a des gens qui doivent partir, il y a des gens qui restent. C'est normal, ça se voit dans les partis, ça se voit dans les mouvements. L'important, c'est le résultat. Aujourd'hui, je peux vous parler, là, au lieu de parler des divergences que j'ai eues avec le Vélo Québec ou avec des membres du monde de bicyclette, ça donnerait absolument rien. C'est anecdotique. Peut-être aussi tout l'aspect économique, à quel point c'est économique se déplacer à vélo. Je trouve que c'est un aspect peut-être que vous n'avez pas parlé, là, mais il me semble que c'est dans l'air du temps aussi. Là. Les gens en arrachent, on va dire arriver avec leur fin de mois. Moi, j'apprécie beaucoup, entre autres, le rêve Bellechasse pour ça, parce qu'il va jusque dans les quartiers qui sont moins favorisés. Donc, je me dis, ça va être comme une clé là, pour des gens qui ont moins de moyens pour se déplacer, ça leur donner plus de liberté, plus de possibilités aussi. Donc, faut-il qu'ils le découvrent? Oui. Je reviens sur la propagande. On parle de publicité. Prenez la télé, prenez les médias sociaux, prenez partout. Oui. Il n'y a à peu près rien qui va vous Ça, dire prenez votre vélo comme moyen de transport. Pour le sport, oui, parce qu'on vend des vélos, puis c'est bon. Le sport, ça paye. Ça paye, le sport, ça paye. C'est incroyable comment ça paye. Mais le vélo de transport, ce n'est pas les gouvernements qui le font comme en Europe. Parce qu'en Europe, tu vois des panneaux. Je vois dans plein de pays, je vais au Portugal, je suis touriste, puis tu vois tous les bénéfices du vélo. Tu vois ça en Espagne, tu vois ça au Portugal. Pourquoi faire du vélo? Pour te dire 10 bonnes raisons que le monde à bicyclette mettait de l'avant dans les athlètes. Ici, tu ne vois pas ça en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, le débat est au ras du sol. Le débat est au ras du sol. Les débats qu'on entend dans les médias, que tu vois partout, les cyclistes ne font pas leur stop. Les cyclistes sont. Tu sais, il n'y a aucune publicité, il n'y a rien. Si c'est pas. La part modale augmente, là, parce que les gens voient les autres le faire, puis ils l'essayent, puis ils voient que ça marche. Mais c'est pas comme ça que le capitalisme fonctionne. Là. Il fonctionne avec des masses de publicité, de marketing, et ça marche. On vend des autos, on endette les gens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va peut-être y venir par la contrainte, parce que là, on s'en va vers des bouleversements sociaux, écologiques, mais aussi, il risque d'avoir des crises économiques aussi. Donc, on n'est pas sorti du bois. Des crises, il y en a toujours eu. Là. Mais ce qu'il y a, certain, c'est la crise. Oui, mais là, on rentre dans l'ère de l'inouï, dans l'ère qu'on n'a jamais vécu. C'est vrai que la crise économique, on ne sait pas, là, mais la crise climatique est certaine.
Les crises économiques, il y en a tout le temps eu. Puis ça, le capitalisme, je pense qu'il ne survivra pas à ça. La crise climatique, la crise économique, sur le Fait que ça va peut-être donner un autre coup de roue plus à la dévolution. Espérons. Mais ce n'est pas la première crise économique qu'on a. Là. Les années 30, les années 6, les années ça rebondit toujours, puis les ventes d'auto reprennent. L'auto, c'est fondamental. Regardez la bataille que mène le Canada avec l'industrie automobile en Ontario pour la garder là, alors que pour les Américains, c'est peut-être pas très rationnel à le plus long terme. Entre les salaires des Canadiens et les salaires des Américains, ils doivent peut-être mieux produire au Mexique ou ailleurs. Donc, mais ils font tout. Le Ford, il fait des pieds et des mains pour la province la plus puissante. C'est pas évident à battre ça. Mais toi, tu t'en es rendu compte. Moi, je m'en suis rendu compte, j'avais 12 ans, que c'était avantageux économiquement pour moi d'être en vélo le plus possible tout le temps. Plein de monde s'en rend compte. Mais aller sortir, aller parler avec bien des gens. Moi, je regarde les autos qui roulent sur la route. Luxe, confort, il n'y a rien de rationnel. Je ne vois pas de rationnel là-dedans. Je regarde les autos rouler. Là. Une auto à 15-20 000 qui te rend du point A au point B, on n'en voit plus. Donc, où est-ce que les gens sont endettés, mais ils veulent une auto plus belle? Parce qu'on est dans un ère où le statut social est très important. Oui, c'est en train de changer. Ça devient de plus en plus ringard d'avoir justement une grosse voiture. Ça devient de plus en plus ringard. Cette chose-là. Dans les quartiers centraux, mais peut-être pas partout. Ça change. Oui. On ne le voit pas dans la rue. Je sors dehors, je vais te montrer les autos. Volvo, les autos allemandes, statut social. SUV, SUV, statut social. SUV Nation. C'est cher, c'est cher. Ces autos, on parle de 40, 50, 60. Ouais. J'en reviens pas. Des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Non, c'est pas rationnel. Lui, Je regrette de dire, c'est pas rationnel. Pour toi, c'est rationnel. Pour moi, c'est rationnel. Mais qui va le dire aux gens, la rationalité? C'est le capitalisme. Je ne suis pas très optimiste à ce niveau-là. Les années passent, les crises reviennent, on relance, les gens s'endettent, l'endettement américain, c'est ça. Les gens, un mois là, qu'il y a le shutdown, les gens sont capables de manger. C'est quand même incroyable. lui, elle, moi. Quelqu'un en moi. Question en 2 volets très rapides. À l'époque, on voyait dans les caricatures, les journaux, les militants qui font la bicyclette avec une version un peu comme sur une berlue. Puis aujourd'hui, les cyclistes ou ceux qui essaient de défendre le transport à vélo, les aménagements sont vus comme une menace. Est-ce que vous avez vu un peu comme qu'est-ce qui a provoqué ce changement-là? Oui, c'est facile. C'est le pas dans ma cour. Ça n'existait pas à l'époque. Bon, tout le monde trouvait ça sympathique. Les vélos, c'est sympathique. Les amis, puis ça passait dans les médias partout. Mais il n'y a pas de piste cyclable qui empêchait les gens de stationner. Ils enlevaient des stationnements devant chez eux. À partir du moment où tu enlèves des stationnements devant, alors là, c'est plus que dans ma cour. Ça s'est vu même au Vermont quelques années avant de se voir ici à Burlington. Tout le monde voulait des pistes. À partir du moment où ils ont vu devant chez eux, ils en voulaient plus. C'est ça. Tout le monde est favorable à ce qui est positif, mais à condition que je ne sois pas dérangé. Ça. Si on regarde la crise d'itinérance ou n'importe quoi, souvent c'est le premier critère. Avant de voir le problème humain, on va regarder. Je comprends que les gens sont dérangés, mais ça devient le premier critère. Moi, je trouve beaucoup d'un art individualiste. Quand quelqu'un fait marcher son moteur devant chez moi, je dois lui dire, je dois me dire, c'est pour mes affaires, je peux faire ce que je veux. C'est ce que je vais faire souvent. J'ai le droit. Monsieur, il a levé sa main, ça fait longtemps. Je ne suis pas très optimiste, mais entre nous, on peut faire beaucoup. Les dernières élections sont quand même assez positives. Dans l'entre-nous, il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent. Mais à l'extérieur d'entre nous, il s'agit de regarder. Encore là, les voitures, mettez-vous au coin, n'importe quelle rue de la ville, regardez les autos passer. Sortez du monde nord-américain qui fait avoir une auto à 60 000 une VUS, une auto allemande. Puis là, vous allez voir que inutile, statut social, confort, statut social, confort. L'environnement, on doit même être. Mais je pense que la grosse difficulté qu'on a, c'est qu'on a beaucoup d'arguments rationnels, mais on se heurte à beaucoup de relativisme et les gens ils sont complètement imperméables au rationnel. Nos médias, ils sont extrêmement frileux, même les médias publics. Par exemple, à Radio-Canada, il y a plein de chroniqueurs qui se déplacent avec eux, mais ils n'en parlent jamais. Ils n'osent pas le dire. Absolument.
Gravel, pendant des années, on savait qu'il faisait du cyclo sportif, mais jamais il a parlé qu'il se rendait au studio à vélo. Mais quand tu parles du trafic, il parle de la piste cyclable, il y a aussi. Mais tu as tout à fait raison. Mais- Ça reflète. Fait que ces gens-là, Ouais. dans le fond, c'est comme si ils se limitaient pour pas heurter les gens qu'on voit s'exprimer dans Facebook, pour qui leur opinion, basée sur leur impression, est aussi bonne que Catherine Morancy qui étudie la chose depuis des décennies. Ah. Alors, ils sont tous des experts, puis malheureusement, nos chroniqueurs, ils les démentent pas, ces idées-là. Pendant la dernière grosse tempête, l'an dernier, Arcan nous disait on a l'impression que les pistes cyclables sont mieux déneigées que les rues. Ouais, Mais c'est vrai. c'est triste qu'un chroniqueur qui a un aussi gros Même pas niveau vrai. nous dise on a l'impression, sans aller au fait, et se demander Investiguer, ok, vous avez ça devrait- l'impression, mais est-ce que c'est ça? Mais non, les gens ils se conforment au message ambiant, c'est confortable, ça ne heurte pas les auditeurs. Puis nous, on arrive avec nos arguments, nos tableaux, nos fréquentations du REM, puis en même du rêve. Puis t'as toujours des gens qui vont dire hey, j'avais personne sur ces pistes cyclables. On dirait qu'on n'arrive pas à faire pénétrer le message. Même les gens qui pourraient le faire le font pas. Ça fait que- Ben, il nomme les pics de passage sur Rachel puis Saint-Denis. Oui, j'adore complètement, tu m'enlèves tous les mots de la bouche. Quoi? Je refais. Ah, Mais, en fait, la question, c'est comment on peut faire pour le faire passer, ce message-là, pour qu'il pénètre le cerveau des gens. Ça avance C'est long. lentement. Ça avance lentement. L'émission fin d'après-midi à Radio-Canada, l'animatrice très bonne. Elle va en vélo. François Joly, très pauvre vélo. Moi, je l'ai très au vélo, puis elle va travailler en vélo. Puis elle le dit à peine. Mais il y Ouais. a tellement de réflexion dans ces Ouais. émissions-là. On ils se parlent entre eux, qui ont des jacuzzi, une piscine, etc. ben, le matin, Tu sais, on n'est pas dans le monde de l'après-crise climatique, là, ou de la crise climatique. On n'est pas dans la crise climatique. mais quand même, On est dans le bon vieux monde capitaliste de la consommation. Tu sais, chaque jour, tu as les indices boursiers, puis c'est ça qui est franchement le plus important. Donc, ça traduit rien. Mais des fois, tu as Le l'impression vélo, que c'est large. si on publiait une page dans le journal avec la photo de tout le monde qui est connu et qui se déplace à vélo, ben oui, ça sera un choc. ça, c'est quelque chose, là, il faudrait rassembler ces noms-là, ouais. Mais le le mat- le faire. On dirait qu'ils n'ont Peut-être pas que les autres vont même pas le dire. Ils feront pas leur coming out. C'est ça. Ben, Il n'y a pas de coming out. la CBC et Radio-Canada, le matin, quand tu parles du trafic, là, ils nomment les pistes cyclables, Maintenant, ils le font puis le métro, Ouais. puis- Mais ils s'impliquent pas. ouais. Même, ils Ils sont pas... ils développent pas, ils développent pas. Ben, il n'y a personne qui prend une position favorable à ça. Il te constate qu'il y a un certain trafic sur la piste, c'est ça. Mais il n'y a personne qui dit ben moi j'en fais, je suis content, puis ça marche, puis je me déplace comme ça, puis c'était très efficace. Ouais, célébrer l'enthousiasme. Ben oui, c'est ça. Il y a pas de... Ça me rappelle un peu quand on faisait du porte-à-porte pour Projet Montréal à l'élection précédente. On le faisait à vélo, mais on n'y allait pas avec notre casque pour pas heurter les gens. Puis le message du parti était parlez pas trop de vélo parce que ça me racle les gens. Ben, Non. j'ai vécu la même chose 2 semaines dans le cycle. Projet Montréal. Jules Roy, c'est la même chose. Ouais. Laisse ton vélo sur ton Ouais. Laisse ton casque sur ton vélo. Ah. C'est ça, ouais. Mais c'est ça, quand même, il y a des gens Ouais. qui sont fermés. Forcément, ils voient un casque. C'est cool. Bon, et on a dit. Non, il y a un irrationnel là-dedans qui est puissant. C'est très puissant. C'est ça que. C'est ça que. Yeah. En fait, le slogan de base, c'était la cyclothérapie vaincra l'auto-érotisme. Ça résume ce qu'on va dire. Ça résume. Si on regarde les publicités, les analyses, puis les vedettes qui sont là-dedans, qui eux croient qu'ils n'ont pas de rôle à jouer, ils font juste la personne a fait son choix. Quand j'ai écouté dans une émission du Journal d'écologie, du dimanche après-midi à Radio-Canada, les vedettes n'ont pas aucun rôle à jouer. Ils reçoivent 200 000 juste pour que la personne se rende à un bon concessionnaire de tour. Le choix est déjà fait. Non, ces choix-là sont mis dans les gens. Il y a peut-être un autre sujet, je sais quelque chose d'autre. Moi, ma question, c'était sur le même sujet. Vous parliez de la barrière, de la sensibilisation de l'éducation. Et du coup, ça va moins être une question, parce que la question, elle sera pas chez moi. Ma question.
Mais ça va plus être un constat au sein de mon école à l'UTS, par exemple. On a un groupe, on fait de la sensibilisation pour les enjeux environnementaux et sociaux. Et on heurte très rapidement cette barrière de l'entre-nous, où à ces ateliers, on revoit les mêmes personnes, on est entre nous, et on ne touche pas C'est-tu le crabe qui organise ces ateliers-là? Non. C'est la shop de vélo communautaire à l'ETS. Oui, alors du coup, nous, c'est pas spécialement sur les vélos, mais il y a aussi le CRAP avec qui on a un peu collaboré, mais nous, c'est plus sur les enjeux environnementaux en général, sur rien que comprendre ce qui se passe et ce qu'on peut faire, on va dire, au niveau étudiant. Et on a vite, on s'est rendu compte de cette barrière il y a des personnes qui ont entendu parler, qui ont leurs préjugés, mais qui ne font pas le pas pour approfondir, savoir, il y a plus de pistes cyclables à Montréal, j'ai l'option de venir à vélo, des trucs comme ça. C'était plus avoir votre avis sur ce sujet-là, mais je peux comprendre que c'est plus un processus. Déjà convaincus de quelque chose d'autre. Il faut commencer avant. Il faut commencer au primaire, au secondaire. Puis on a des résultats. C'est long de travail, mais puis là-dedans, il y a beaucoup de ces jeunes-là qui vont découvrir la solution. Mais même au sein, nous, on essayait aussi au sein de l'administration de l'école de faire en sorte, vu que c'est une école en génie, de mettre en place nos ateliers pour tous les étudiants qui passent au sein de l'école, rien que, on va dire, au niveau de notre école, de notre, on va dire, notre sphère, que toutes ces personnes-là, c'est au moins, on va dire, la porte ou la possibilité d'ouvrir cette porte, et après ils puissent rejoindre le club pour avoir plus d'informations, des choses comme ça, mais on a quand même du mal. C'est vraiment une machine avec des engrenages qui vont très lentement et on a du mal à faire bouger les choses. J'enchaîne parce que moi, je suis comme après lui dans. Très longtemps, là, mais. Alors, à propos d'éducation, dans les écoles, que ce soit primaire, secondaire, peut-être même le cégep, là, mais, tu sais, bon, tu sais, les activités sportives, il y a toutes sortes d'affaires. Il me semble qu'il pourrait y avoir des ateliers dans ces écoles-là, qui est comme comment réparer son vélo. Il y en a justement. Parce que moi, je fais qu'on a mentionné, sauf qu'ils ne sont pas à grande échelle. Là. Moi, je fais du vélo. Ils devraient être dans toutes les classes de la région de Montréal. Je pense qu'on aura beaucoup de résultats. Ça devrait faire partie du cursus scolaire. Parce qu'il est déjà trop tard. Ils ont 19, 20 ans, ils vont au salon de l'auto, puis ils ont commencé à rêver autre chose. Ouais. Leur vie est déjà, ils commencent à avoir une autre vie déjà. Wow. Ils commencent déjà à s'acheter à crédit une auto allemande s'ils peuvent, une Audi, une BM. Tu vois, des gens ne sont pas riches, qui ont déjà. Puis ils rêvent. Tu ne peux pas enlever les rêves des gens. Il faut les faire rêver plus jeunes que ça. Les gens enchaînés entre nous, tout est facile. Il faut toujours revenir à ça. Entre nous, tout est facile. Puis même dans l'entre-nous, comme tu disais, des gens qui ont le micro dans les médias, ils n'osent pas le dire. Ils n'osent pas donner les avantages du vélo. Parce que là, tu confrontes des croyances. Les croyances, c'est fort. Le Canada, c'est nuire à l'économie. Ils ont un mandat de réserve par rapport à l'économie, de ne pas parler, de faire trop la promotion du vélo pour ne pas nuire. Au centre-ville, les gens vont au centre-ville en auto. C'est tout un espèce de... À ce point-là. Hein. Ouais. Ça va loin. Et quand vous serez prête, je vais enchaîner avec deux autres affaires qui m'ont dit d'en parler plus tard. Ouais, ben là, écoute, là, oui, on a parlé. Je pense que les gens ont le goût de t'entendre. Il y a au moins 2 points. Tucker, puis je vais mentionner quelque chose dans propos de Toronto. Oui, on peut en mais je suis pas rendu là. Parce qu'on pourrait parler des heures. Oui, mais je fais ça bref. Il y en a d'autres, mais... Toronto. René Vanet, veux-tu en parler? Michel Camus. Mais il y a beaucoup... Ben, parle-moi ça. Mais Toronto, OK, on parlait de Tucker, là. OK, il y a plein de groupes de chocs de vélo communautaires, de quartiers. Mais avec Tucker, là, qui s'est présenté sur mer, là, on s'est battu fort, puis on les a vus, les pistes cyclables. Oui, ils en ont enlevé une sur Jarvis, tu sais, bout, ce gars-là, là. Mais, en parlant de Bob, Bob, lui, à un moment donné, il était rendu en Espagne. Puis quand on a eu un mémorial pour Tucker à Edmonton,
Puis moi, je suis retourné à Vancouver après mon avion pour Toronto. On a eu 3 Toronto, pas de détails, mais il y avait beaucoup. Dans une église, on était beaucoup. Bon, 1800. Il y a eu, et puis il y en a eu un aussi à Halifax, puis 3 à Montréal, 2 à Montréal, 3 à Toronto. On avait celui au Nord-Sud, puis un à Halifax. Puis moi, quand je suis retourné, j'en ai organisé un à Victoria. Là, Tu as arrêté là? Euh, Parce qu'on pourrait parler de Tucker Gumber, qui est un grand militant écologiste qui a commencé le monde de la bicyclette. Quand il est décédé, on en a parlé. Ben, moi, il est parti du Québec. Il est parti du Québec, mais quand il est revenu pour le mémorial de Tucker. Puis à partir de là, il était. Tucker Gumber, je ne parle pas de Bob. Oui, mais Bob, quand il a habité en Espagne, il est revenu pour le mémorial à Tucker. Puis à partir de là, il habitait dans l'Aventure. Puis je sais que tu veux que je coupe là, mais. Parce qu'il ne faut pas sortir de propos. Il y a eu, je l'ai dit, il y a eu beaucoup de grands militants, ça c'en était un dans le monde de l'Université sur les 25 ans. Les gens qui ont donné. Tucker Gumber, il en a donné. Dans les années 80, il y a eu une crise du pétrole. Puis, Le pétrole, c'est pas en 70, hein? peut-être l'année 60. Ouais, c'est 80, c'est le néolibéralisme. Ouais, ça a dû donner un peu de... Où la crise du pétrole était un des facteurs de descente de l'écologie politique. La crise de 70-75, ça a eu un questionnement aujourd'hui. En fait, c'était le fait qui aurait provoqué, c'était pas inventé du pétrole absolu. Ils avaient décidé qu'il allait avoir plus d'argent. Il a à manger puis à boire en arrière. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas intervenus derrière, peut-être que. Non? Non? Vas-y. Ben, en fait, moi, je reviendrai sur les jeunes délinquants. Oui. Je travaille en fait avec les jeunes délinquants, je suis directement en redressement en fait. Puis il y a une initiative, en fait, ces jeunes-là, c'est des jeunes qui commettent des petits puis au lieu de passer par le système judiciaire, ils passent par un autre système, en fait, qui leur permet de soit faire de la médiation avec des personnes victimes, soit faire des travaux communautaires. Puis il y a un des organismes, en fait, que je présente, qui a fait une shop de vélo, en fait. Puis les jeunes, en fait, souvent, c'est des jeunes d'immigration qui choisissent pas la délinquance, en fait. Ils sont là, c'est pas par choix, si on leur avait offert autre chose, ils seraient ailleurs. Mais leurs travaux communautaires, en fait, ils peuvent les réaliser dans des ateliers de mécanique vélo qui redonnent des vélos, finalement, à des gens de la communauté. En fait, ces jeunes-là, je pense ça. J'ai l'impression que le discours, en fait, met beaucoup de responsabilités sur les épaules de jeunes qui ont absolument rien choisi, mais comment on les a entourés, puis comment ils en sont arrivés là à rêver d'une voiture qui n'ont même pas les moyens de se payer. Je pense que c'est ça la question qu'on devrait se poser plutôt que de demander comment ce jeune-là, de façon individuelle, on le rattache au vélo, quand il n'y a aucun modèle, en fait, pour ces jeunes-là, de jeunes racisés, par exemple, qui font du vélo, puis qui trouvent faire du vélo, en fait. En vrai, j'aimerais ça changer ce discours-là, l'inverser, en fait. Mais c'est par la pratique, l'expérience. Fait connaître autre chose. Je pense qu'il faut faire changer. Pour le vélo, comme tous les citoyens, en fait, je pense qu'il y a une question de norme sociale. Si la norme sociale n'est pas sur notre côté, on ne fera pas changer les choses. Puis ces jeunes-là n'ont pas de modèle, n'ont pas de norme sociale, en fait, qui leur montre à faire du vélo. Puis les jeunes blancs, tant mieux, on a eu des modèles, on a eu vous, on a eu le monde à la bicyclette, mais le monde à la bicyclette, comment aujourd'hui intègre les autres personnes, ou au contraire, comment ces jeunes-là qui façonnent la société québécoise sont façonnés aussi par ce mouvement-là, en fait, comment on va les rejoindre? On n'aura pas l'ascendant sociétal sur l'écologie. Les écologistes ne sont pas au pouvoir. C'est pas compliqué. C'est la croissance économique. Il y a quelque chose, il y a une machine derrière vous. Là, non, mais je comprends la machine, mais... Nous, on peut agir à la base, là, par l'expérimentiel. Ça fonctionne. En ce moment, c'est ce discours-là. J'entendais une entrevue récemment de Manon Massé qui disait aux journalistes, écoute, en parlant toujours de la gauche comme des gens déconnectés, on finit par entretenir ce discours-là populaire, en fait. Mais en parlant justement de la vélorution comme quelque chose de complètement déconnecté, on entretient ce mythe-là, alors que c'est complètement faux. On le note depuis longtemps.
c'est rationnel, en fait. Il faut Mais, faire ta mais il faut. norme sociale. Quand tu as un jeune, là, il y en a des ateliers, je parle avec Julien, il apprend à monter un vélo, réparer un vélo, puis là, il l'utilise pour faire des choses. Il vit quelque chose, là, c'est du vécu. Oui. Moi, je suis parti comme ça. Mes parents étaient ouvriers, je vais à Montréal-Nord, puis j'allais le midi à l'école. L'école était peut-être à 4-5 km de chez moi. Puis j'avais décidé que le midi, je viendrais manger chez moi, j'avais 1 heure en vélo. Là, j'ai eu le vélo, c'est aussi efficace que l'auto. J'avais 11 ans. Mes parents, ils n'étaient pas là-dedans. Personne n'était là-dedans. Mes oncles, mes tantes. Pour ça, j'ai commencé à faire du ski. J'étais tout seul, j'étais entouré de skidoo. Mais moi, je le vivais, ça. Tu comprends? Je le vivais. Qu'est-ce que les autres vivaient? Ça ne faisait pas de sens pour moi. À un moment donné, tu vis quelque chose, ça t'apporte du bonheur. Bon, ça ne coûtait pas cher. J'allais partout. J'avais un sentiment de liberté incroyable. C'est ça, je vous répète, ça a l'air banal. Mais à un moment donné, c'est devenu une évidence pour le restant de ma vie. Je ne suis pas le seul. Là. Ça se vit en ce moment dans les programmes à Saint-Michel. C'est le vécu, c'est pas la société. La société, c'est foutu. La société ne marche pas là-dessus. Mais une fois que tu l'as vécu, là, tu sautes de ce que tu disais, quelqu'un disait tantôt, tu sautes de l'argent, tu es en bonne santé, tu rencontres, tu as un sentiment de liberté incroyable. Tu as plein d'avantages, même quand tu les as vécus, tu les intègres. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, ça vaut rien, tout ça. Hein. Tu regardes ça de haut, en l'intérieur de ton auto. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça pourrait apporter des nouveautés? Parce que la manière dont ils ont parlé, en ce moment, j'ai l'impression qu'il faut que ça parte vraiment de l'individu. Mais je ne sais pas si je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais si je peux rebondir là-dessus. On parlait tantôt des quartiers marginalisés, plus habités par des migrants, que donc c'est peut-être culturel. C'est vrai que c'est peut-être culturel, mais est-ce qu'il y a un aspect aussi, on en parlait dans un mais de développement urbain, aussi par exemple Montréal-Nord, il y a moins de pistes. Si on met des pistes, même s'il n'y a pas encore de cyclistes, même s'il n'y a pas encore une acceptabilité sociale ou culturelle, si les infrastructures sont là, est-ce que vous pensez que par contre les gens vont, je veux dire, ça facilite, même si c'est une barrière culturelle, ça facilite déjà la prise de l'espace de par les vélos, et donc on met, je sais pas si ça revient un peu là-dessus, mais donc on ne met pas complètement la responsabilité sur les individus ou les familles, la culture, mais aussi justement que ça devrait partir de la société. Oui, mais si tu fais des pistes que personne ne va dessus, pourquoi ils iraient sur la piste si ça ne les intéresse pas? Non, mais c'est ça que je veux dire. Je pense qu'il faudrait que ça marche des deux côtés. Donc la sensibilisation, elle est cruciale. Je suis d'accord, le plus jeune, c'est le mieux. Dans les écoles, mais si on ne fait que de la sensibilisation, puis après on n'offre pas. C'est comme le discours de. On va dire que certaines personnes, par exemple, dans les banlieues, ou qui vont avoir tendance à utiliser plus la voiture, mais en même temps, s'ils ont moins de transport en commun, c'est un peu compliqué de se déplacer. Il faut que les deux arrivent en même temps. Parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le problème, les pistes, c'est pas un problème en ce moment. Là. Toutes les administrations veulent en faire. Tu peux aller aujourd'hui à Montréal-Nord, il y a des pistes. Il y a la piste d'Henri Bourassa, il y en a en parc extension. Il y en a même en Pinte à Anjou. Il y en a des pistes. Sont vides. Il y a quelques usagers. Les usagers, ça se trouve être des gens comme nous et leurs enfants. C'est normal, les parents sont là-dedans, ils font du vélo. Mais il y a aussi, quand on regarde, il y a beaucoup plus de pistes ici, dans le plateau, par exemple, et aussi les distances sont beaucoup moins grandes. Ouais. Juste Montréal-Nord, même au niveau du transport en commun, c'est super excentré. Même là, quand on parle de l'extension de la ligne 2, ces gens vont devoir quand même oui, mais dans Montréal-Nord, partons pas de toujours venir dans le centre. Tu es à Montréal-Nord, tu dois aller à l'école, tout commence là. Ensuite, tu dois aller à l'épicerie, tu dois aller à l'hôpital, tu dois aller, tout existe là. Puis là, les gens croient qu'ils prennent une automobile pour le faire. Tu leur donnes une alternative, ils l'essayent, ça marche. En fait, ça a toujours marché comme ça. Je le dis depuis le début, il n'y a jamais eu un sous-publicité pour faire du transport actif à Montréal. C'est venu des mouvements que le monde a dit, est-ce que c'est une publicité? En tout cas, ça fait réfléchir les gens. Il n'y a jamais eu rien comme pour l'automobile pour dire, tu vois une automobile, essaye-la, ça va donner ça. Non, il n'y a rien. Ça s'est fait par l'imitation des autres, puis par essai. C'est le concret qui fait que tu l'essayes, ça marche, puis là, tu es imperméable à ce que tu vois autour. Mais je suis d'accord, mais ça peut aider aussi. Par exemple, Saint-Denis, moi, avant qu'il y ait la piste cyclable, jamais j'aurais fait du vélo sur Saint-Denis. Ouais. Là, on me donne l'occasion de le faire de manière sécuritaire. Je vais y aller. Toi, tu appartiens avec moi là, à l'entre-nous.
la couche sociale de l'entreprise. Mais Les je t'avoue jeunes que professionnels, ça, c'est- moi aussi, je suis là-dedans. Aujourd'hui, Ouais. je suis là-dedans. Tu sais, pour toi, ça devient évident, tu vois ça. Quand tu es dans un autre milieu où tu es en association sociale différente, cet entre-nous-là n'existe pas. Là. Quand ils sont entre eux, ils parlent de la voiture qu'ils vont acheter. Bon. C'est pour ça que Moi, je ne vois pas autre chose que leur permettre d'essayer. Montréal, non, Puis quand ils l'ont essayé, il y a un expérientiel là, qui se vit. Tu sens de la liberté, tu vas où tu veux. Ça ne coûte pas cher. Tu es jeune, là, tu fais. Moi, je venais au centre-ville à l'époque comme ça, je ne suis jamais venu autrement. Tu élargis ton horizon par toi-même. Tu es très autonome. Là. À un moment donné, ça parle par soi-même. Il faut qu'ils puissent l'essayer. Puis c'est pas du discours d'essayer. Là. Les cliniques, ils montent leur vélo eux-mêmes, puis ils utilisent le vélo. Les autres, ils font de la conduite de vélo. Tout est concret. Puis là, tu vis émotionnellement. Je suis d'accord. On va devoir mettre fin. Désolé. J'ai une question. Tu as mentionné Désolé, Montréal-Nord. Nous devons mettre fin. Merci.